Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur BNews One. Merci d'être au rendez-vous de BNews Club. Comme tous les samedis désormais, nous sommes encore en direct avec vous pour vous parler de l'actualité, de ce qui a marqué l'univers footballistique au Cameroun et bien sûr en Afrique tout au long de cette semaine. Avec moi, ils seront 4, mais 3 sont déjà présents. On aura l'occasion de les présenter tout à l'heure. Mais d'abord, je vais vous planter le décor. Aujourd'hui, on parlera d'abord de... On parlera d'abord de la mission conjointe FIFA-CAF qui a séjourné au Cameroun tout au long de la semaine. On reviendra également sur l'affaire Gaylor Kanga et la Fédération congolaise de football. On le sait tous, la CAF a rendu son verdict annulant ou du moins rejetant la demande de la Fédération congolaise de football association qui demandait une élimination ou du moins un retrait du Gabon de cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On reviendra enfin sur la reprise des championnats au Cameroun. Allons-nous reprendre? Si oui, quand? Sinon, pourquoi? Sur ce plateau, on aura également un représentant de la Fédération camerounaise de football. On aura comme habituellement, et qui est désormais déjà notre rubrique découverte, nous irons chercher une petite pépite caché en Biélorussie. Et puis, on aura le quiz, le top et le flop. Madame, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Comme toutes les semaines, il est avec moi Franck Ghislain Onguéné. Bonjour et merci d'être venu. Salut Steve et salut à tous les téléspectateurs de BNews One et surtout du BFC, du BNews Football Club. Alors, on suppose que vous avez déjà commencé avec votre travail au niveau du comité local d'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique. On le rappelle, vous avez été nominé, ou du moins nommé dans la commission marketing de ce comité-là. Ouais, on n'a pas véritablement encore commencé parce qu'on n'a pas encore officiellement été installé par le ministre. Donc on attend les installations officielles. Mais globalement, il faut dire qu'on y pense déjà. On est déjà en train de mener un certain nombre de réflexions parce que vous savez, le premier challenge, c'est le 25 juin prochain avec le tirage au sort de la compétition. Ce sera un grand événement et donc il faudra justement déjà pouvoir marquer les esprits. Là, il s'agit du Cameroun. Il y a beaucoup de nation branding qui doit être fait autour de cette CAN et donc ça nécessite justement beaucoup de mobilisation. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup apprécié le fait que la commission soit essentiellement constituée de techniciens, pour la plupart, du marketing du sport, et donc on espère qu'on pourra donner le meilleur de nous pour justement valoriser l'image du Cameroun partout dans le monde. On l'espère. En tout cas, on reviendra justement sur ce qui constitue votre travail quand on parlera tout à l'heure de la mission d'inspection de la CAF qui a séjourné au Cameroun. Mais un sujet déjà pour vous accueillir, un sujet d'actualité, c'est la finale de l'Europa League qui s'est jouée mercredi dernier avec un Unai Emery qui règne en maître sur cette compétition. Oui, il faut dire que j'ai vu quelques petites intrigues justement qui disaient comment faire pour gagner l'Europa League. Règle numéro 1, recruter Unai Emery. Règle numéro 2, ne pas être Arsenal. Règle numéro 3, eh bien c'est un peu ça. Donc pour dire que Unai Emery, c'est quelqu'un qui a vraiment maîtrisé la compétition, qui en a fait sa spécialité. Et c'est également ça la magie du football. Et on a un Villarreal qui a véritablement été très réaliste d'abord, mais surtout efficace. Déjà en marquant et en jouant un très bon bloc défensif, en se disant qu'au tir au but, ça pourrait le faire. On a vu que l'équipe a véritablement travaillé cette séance des tirs au but. Ça se voyait. Mais de l'autre côté, il faut dire également que Manchester United a bien travaillé, mais peut-être De Gea, ça n'a pas été son grand jour parce qu'il faut rappeler également cette image qui a circulé de De Gea qui avait déjà travaillé sur les moyennes de sens de pénalty justement des adversaires, mais malheureusement ça n'a pas toujours marché. Et donc voilà, on se dit que Villarreal a mérité cette compétition. Il faut dire que c'est une compétition qui sourit beaucoup au club espagnol. Peut-être parce qu'également cela témoigne du niveau du football espagnol, parce que sachant déjà que ce sont des clubs qui travaillent pour gagner l'Europa League, parce qu'ils savent d'emblée que ce sera difficile d'aller chercher des gros morceaux comme le Real, le Barça ou Atlético au niveau de la Champions League. Alors on prépare l'Europa League en se disant voilà.
Et on remarque que c'est des équipes également qui, parfois, on a eu l'impression, par exemple, des équipes comme Séville, on a eu l'impression qu'elles sortaient volontairement du premier tour de la Champions League pour être reversées en Europa League et justement faire un certain nombre d'exploits. Parce que vous le savez très bien, ils sont automatiquement qualifiés. C'est le cas, par la exemple, Ligue des Champions pour Villarreal. De Villarreal qui est donc automatiquement qualifié pour cette compétition-là. En tout cas, on leur souhaite bonne chance et on félicite encore Unai Emery qui remporte là sa 4e compétition, je pense en 5 finales. La seule fois qu'il a perdu, c'était face au club londonien voilà, d'Arsenal, face à Chelsea. Alors, on va accueillir un autre invité qui je veux dire quoi, et les journalistes sportifs, journaliste international aussi. Lui, c'est Jean-Marie Nkoussa. Il est membre de la commission, du moins membre de l'équipe de communication de la Fédération camerounaise de football. Bonjour Jean-Marie. Merci, bonjour à tout le monde. C'est la première fois sur ce plateau. Effectivement. Alors, un sujet pour t'accueillir sur ce plateau. Le deuxième adversaire des Lions pour la journée FIFA n'est toujours pas connu. Comment ça se prépare au niveau de la fédération? Alors, il faut d'abord dire que les Lions indomptables vont disputer un match contre le Nigeria. Tout à fait. Ce sera en Autriche le 4 juin prochain. Vous savez que initialement était prévu le début des éliminatoires de la Coupe du Monde, mais en raison de quelques soucis techniques, notamment les stades n'étant pas prêts dans certains pays au niveau de l'Afrique, la Confédération africaine de football a décidé de reporter. Et donc le Cameroun va jouer contre le Nigeria. C'est un match qui a été calé. Maintenant, des négociations sont en cours pour pouvoir éventuellement, disputer un autre match face peut-être à la Gambie. Rien n'est encore décidé pour l'instant, mais si ce n'est pas décidé, il y aura un match et puis les joueurs seront remis à la disposition de leur club respectif pour ceux qui iront en club, ou alors les vacances qui vont commencer pour d'autres et préparer sereinement la compétition. Et à ce moment-là, le prochain match, il se jouera toujours en Autriche ou bien en Autriche. Toujours. Les deux matchs, s'ils sont calés, devraient se disputer en Autriche. Mais comme je vous l'ai dit, le deuxième est hypothétique parce que les négociations n'ont pas abouti. Si elles aboutissent, les deux matchs vont se disputer en Autriche et les joueurs seront, comme je l'ai dit, libérés. Les gens se posent la question, pourquoi le choix de l'Autriche alors qu'on a des stades homologués, 5 je crois au Cameroun homologués parmi les stades de la CAF? Alors, pourquoi le choix de l'Autriche? Vous savez que le Cameroun a un agent de match qui négocie les rencontres avec les adversaires des Lions indomptables. Pourquoi le choix de l'Autriche? Simplement parce que le Nigeria, qui a demandé le match, souhaite disputer ce match du côté de l'Autriche. Vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, si on pouvait hier poser le problème des infrastructures sportives, ça ne se pose plus aujourd'hui. Donc, logiquement, le Cameroun, lorsqu'il est demandeur des matchs, pourrait les recevoir, que ce soit à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, à Garoua, un peu partout. Mais pour le cas spécifique de ces matchs-là, le Cameroun est celui qui s'est vu offrir la proposition du Nigeria, et je pense que dans un futur qui n'est pas lointain, les Lions indomptables pourraient disputer certaines rencontres importantes, je veux dire les matchs amicaux à domicile. On annonce un match contre le Brésil. Pourquoi pas? Au stade Olympique, on l'espère. En tout cas, un autre invité sur ce plateau, il est intermédiaire sportif. Beaucoup de gens ne savent pas ce que ça veut dire. Il est agent de joueur, pour le jargon utilisé dans le domaine. Lui, c'est Romy Eteki, le frère de l'autre, pour ceux qui connaissent Yann Brice Eteki, qui joue du côté de Grenade, en France. Bonjour Romy. En Espagne, tant pour moi. Bonjour Romy. Bonjour Steve, bonjour aux nombreux téléspectateurs de B-News. C'est la première fois aussi? Oui, c'est la première fois sur B-News Football Club, mais j'étais déjà passé sur la chaîne B-News pour l'émission du matin, si je m'abuse. Oui, le journal du sport. Oui, le journal du sport, exactement. Donc c'est toujours un plaisir pour moi d'être là. Alors un sujet également pour t'accueillir aussi, on parle encore de football européen, et c'est peut-être un sujet qui te concerne en tant qu'intermédiaire sportif. Zidane et Antonio Conte ont jeté l'éponge après cette saison sportive. Oui, en ce qui concerne Antonio Conte, c'est, on peut dire, un peu une surprise parce que pour un coach qui a été champion d'Italie, démissionner de la sorte semble un peu délicat. Mais s'il faut rappeler quel est le problème entre Antonio Conte et la direction, c'est au niveau des ambitions sportives du club. Tout à fait. Parce que Antonio Conte a réclamé une enveloppe assez conséquente pour le mercato, pour, n'est-ce pas, pouvoir bien défendre son titre, mais aussi mieux figurer en Champions League. Parce que si on le rappelle, l'Inter de Milan sont sortis bon dernier de leur poule avec éliminé. Avec 7 points, je crois. 7 points. Oui.
Donc Antonio Conte voulait remédier à ça. Malheureusement, la situation financière de l'Inter de Milan est assez particulière, assez difficile si on peut le dire. Avec les investisseurs chinois. Oui, donc le club n'a pas souhaité faire de très gros investissements au niveau du mercato, ce qui a poussé Antonio Conte à jeter l'éponge. En ce qui concerne Zinedine Zidane, vous le savez, c'est un homme de principe, un homme de valeur. Ce n'est pas la première fois qu'il lâche le Real de Madrid. Il était parti en 2018 déjà, après une victoire en Champions League. Je pense que lorsqu'il estime qu'il a apporté tout ce qu'il peut apporter, qu'il a fait le tour de la question et qu'il faut un renouvellement, au lieu de se mettre dans une situation indélicate, il préfère, n'est-ce pas, laisser court et passer à autre chose. Est-ce que c'est peut-être pas pour rejoindre l'équipe de France après l'Euro? On en parle quand même. On le dit également parce que Zidane n'a jamais vraiment caché qu'après le Real Madrid, il souhaiterait prendre l'équipe de France en main. Et il est possible que ce soit la dernière compétition internationale de Didier Deschamps. Donc, qui arrive en fin de contrat. Qui arrive en fin de contrat. Donc, pourquoi pas? Je pense que ce serait une très bonne chose pour l'équipe de France d'avoir à sa tête un technicien comme Zidane. En tout cas, voilà, il y aura un quatrième invité qui va peut-être, on le souhaite, nous rejoindre durant cette émission. Lui, c'est André Onana. Vous le connaissez bien, il est consultant de cette émission. Il est également manager sportif. Voilà, on va marquer une petite pause pour venir entrer véritablement dans le vif de notre sujet, ou du moins de nos sujets. Et on va prendre donc un jingle. Voilà, on a annoncé en début de cette émission la mission conjointe de la mission conjointe FIFA-CAF qui devait justement inspecter les infrastructures qui devraient abriter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en janvier-février prochain au Cameroun, à séjourner durant toute la semaine. Et donc, cette délégation composée d'experts de toutes divisions essentielles pour l'organisation réussie d'un tournoi mondial à évaluer l'état de préparation du pays et discuter naturellement de l'éventualité ou du moins d'un éventuel soutien technique qu'elle pourrait apporter au comité local d'organisation. L'idée étant d'assurer véritablement que les installations en rénovation ou en construction pour la compétition soient au-delà des attentes de la Confédération africaine du football. On va tout d'abord, avant peut-être d'aborder ce sujet, vivre cet élément qui a été réalisé par Frampec. Il s'agit de la visite dans les sites de Yaoundé. C'est une délégation composée d'une cinquantaine de personnes qui a visité ce lundi 24 mai le stade d'Olembe et ses annexes. Délégués de la Confédération africaine de football, émissaires de la FIFA, accompagnés du professeur Narcisse Mouele-Kambi, président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, ainsi que d'autres membres d'administration impliqués dans le chantier, ont passé au peigne fin les différentes pièces du complexe sportif d'Olembe. Vestiaires, salle d'attente, toilettes, salle de réunion. Le constat est palpable. Les travaux avancent à pas de géant. Pour ce qui est des aires de jeu des stades annexes A et B, c'est le satisfecit total. Toutefois, quelques finitions minimes restent encore à faire. La réunion de mise au point de la dite visite s'est tenue à la salle de conférence du complexe sportif d'Olembe. De l'achèvement des travaux du stade d'Olembe et de ses annexes et de la construction du complexe d'Olembe à venir. Après la présentation exhaustive du complexe par Franc-Matière, représentant de l'entreprise McGill en charge des travaux, les inspecteurs de la CAF et les émissaires de la FIFA ont échangé avec les membres du COCAN sur la fiabilité du respect des délais de livraison du stade Olembe. Rappelons qui est prévu accueillir le match d'ouverture de la CAN le 9 janvier prochain. Cette troisième journée de la visite de la CAF au Cameroun s'est achevée au complexe Béac où il a été question d'apprécier la qualité de l'aire de jeu de ce gymnase qui servira a priori de stade d'entraînement durant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. La prochaine destination de la mission est Bafoussam où, comme à Yaoundé, il sera question de passer au peigne fin toutes les infrastructures sportives, hôtelières et routières de la ville et de ses environs. Alors, quand on regarde, ou du moins quand on vient de suivre cet élément qui nous est proposé par Frampec, Francisca Nguéné, est-ce qu'on doit aujourd'hui se satisfaire de ce qui a déjà été fait par le comité local d'organisation
en termes de réalisation globalement? Bon, peut-être pas par le comité local d'organisation, mais déjà par le gouvernement camerounais. Il faut dire quand même que c'est énorme ce qui est fait jusque-là. Il faut rappeler quand même que quand on regarde aujourd'hui, enfin moi j'ai la chance d'habiter à un jet de pierre du stade Olembe. C'est un vrai bijou et on pensait que tout était terminé, mais justement quand on parle de finition, il faut dire qu'il y a une sorte de coquillage qui est en train d'être mis à l'extérieur, qui va donner un peu un aspect du Soccer City de Soweto, d'Afrique du Sud, de Johannesburg autant pour moi, et ce sera quelque chose d'assez beau. Moi je pense que c'est bien que nous soyons dans cette dynamique-là. Il faut rappeler que on ne va pas le dire assez, dans un document produit justement par la CAF, je crois que Jean-Marie l'évoquait tout à l'heure, le Cameroun est dans le top 5 des nations quand même qui aujourd'hui peuvent se targuer d'avoir des infrastructures homologuées. Il faut dire que moi personnellement j'ai été surpris de voir que par exemple des pays comme l'Algérie qui va accueillir le prochain CHAN n'a qu'un seul stade homologué. Et donc c'est la preuve quand même que le Cameroun fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Et de savoir que Olembe par exemple, qui ne fait pas partie de ces stades homologués, est en cours de livraison, ça démontre quand même qu'on sera minimum à 6, 7, voire peut-être même 8 stades très bientôt qui pourront justement rentrer dans cette liste d'homologation. Là maintenant, derrière, il faudra pouvoir valoriser ces infrastructures, leur donner vraiment de la plus-value. C'est pour cela que moi, je ne peux pas être d'accord que, par exemple, nous soyons en train de jouer des matchs en Autriche alors que nous avons des joyaux comme ceci déjà au Cameroun. Donc globalement, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait et c'est à féliciter. C'est vraiment à féliciter. Maintenant, derrière, c'est justement de pouvoir boucler dans les délais, et ça c'est le plus important, les finitions justement qui ont été demandées par la mission d'inspection de la CAF, conjointe avec celle de la FIFA. C'est la preuve justement que la FIFA veut participer également au processus d'homologation des infrastructures sportives en Afrique et donc qui va relever aussi le niveau de ces infrastructures-là. Je pense que c'est pour une première, quand même, c'était bien pensé selon moi. Alors, Jean-Marie, quand on vient de suivre les représentants de la FIFA, notamment Franck Mathia qui parlait tout à l'heure, est-ce qu'on doit dire « Ok, ça y est » ? Oui, je pense que avant même la livraison du stade de Olembe qui est attendu début novembre, il faut dire que le Cameroun est prêt à abriter cette Coupe d'Afrique des Nations. Il faut pas qu'on se trompe. Le Cameroun peut avoir un plan A, un plan B et même un plan C pour cette organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais dans le cahier des charges, effectivement, il est dit que le complexe d'Olembe, notamment son stade principal de 60 000 places, devrait abriter les matchs d'ouverture et de la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et il me semble que lorsque vous écoutez Franck Mathia qui représente le constructeur McGill, toutes les assurances sont données. Et quand vous faites un tour, moi j'ai fait un tour de ce côté il n'y a pas longtemps, vous vous dites que le principal étant l'aire de jeu et les tribunes, et les vestiaires aussi, la salle de presse, et bien si vous avez cette commodité déjà disponible, eh bien on peut disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, le Cameroun ayant donné une parole pour terminer ce chantier comme il se devrait, je pense que le ministre des Sports qui effectue régulièrement les descentes depuis quelques semaines déjà, je crois que c'est hebdomadaire, met tout en œuvre pour que le Cameroun soit dans les délais, respecte la parole donnée. Donc, de mon point de vue, il n'y a pas matière à susciter de la confusion parce que ça s'est dit quelque part dans la presse cette semaine que la Confédération africaine de football n'était pas satisfaite des infrastructures présentées par le Cameroun, que non, elle est bien satisfaite et je crois qu'au terme de cette mission d'évaluation, il y aura un compte rendu officiel et vous verrez qu'ils sont satisfaits de ce qu'ils ont vu. Non seulement à Yaoundé, à Olembe, à Douala, où il n'y a aucun souci, mais aussi à Garoua. Ça, c'est ce qui est important parce que Garoua, jusque-là, on avait entretenu comme un flou autour de ce qui pourrait se passer à Garoua et à Bafoussam, mais ils sont allés de ce côté-là, ils ont été satisfaits et je pense qu'on peut sereinement attendre notre Coupe d'Afrique des Nations. Alors, Romy, il vient de dire tout à l'heure que le ministre a rassuré de ce que début novembre ce sera prêt, mais est-ce qu'on doit croire encore à ce type de déclaration quand on sait qu'on les a faites 2 ou 3 fois par le passé, par exemple? Oui, il est vrai que c'est la énième déclaration du gouvernement camerounais en ce qui concerne le stade Olembe et ses finitions, ça n'a jamais été le cas. Mais je pense qu'au vu de l'accélération des travaux ces dernières semaines,
On l'a dit, McGill a pratiquement triplé ses effectifs. Tout à fait. Qui travaillent nuit et jour. Moi, j'y ai été, donc je peux en témoigner. Les effectifs travaillent nuit et jour. Je pense qu'on peut sereinement espérer que d'ici le mois de novembre, que le complexe de l'Olembe soit terminé. Mais au vu de déjà ce qui est, comme l'a dit mon confrère tout à l'heure, il ne manque juste que de légères finitions. Lorsque je parle de légère, c'est d'un point de vue esthétique. Mais le stade de l'Olembe peut même déjà être prêt à accueillir, à ce quelques détails près, un match de football. Donc on a encore quelques mois d'ici novembre et je pense qu'on peut sereinement attendre la fin de ce chantier. En tout cas, on ne sait jamais si Olembe finalement n'est pas prêt. On a plein de stades qui peuvent entrer, qui peuvent assurer la rescousse, notamment le stade de la réunification qui pourrait passer de stade d'entraînement à stade de compétition. Je voulais peut-être ajouter 2 secondes à ce que Jean-Marie évoquait tout à l'heure sur ce que la presse a dit. Il faut quand même aussi un peu éclairer les Camerounais parce qu'il faut dire que effectivement, il y a une question, une problématique qui s'est posée à Bafoussam, c'était la problématique de la distance entre les lieux d'hébergement, les lieux d'entraînement et le lieu de compétition. Parce que pour l'instant, il y a un lieu de compétition. Et donc, il y a une hypothèse selon laquelle la CAF se disait, est-ce qu'il n'y a pas moyen de rapprocher les lieux d'entraînement des lieux d'hébergement? C'est pour cela que des solutions comme le stade de Banjul qu'on a vu à l'image tout à l'heure ont par exemple été sollicitées. Parce qu'il faut rappeler que le stade de Banjul, à la base, ne faisait pas partie justement des infrastructures qui devaient abriter cette compétition. Et on se dit, ok, si on prend le stade de Banjul, ça nous rapproche quand même d'un certain nombre de lieux d'hébergement. Et on peut aller, il y a aussi des espaces privés. C'est-à-dire que par exemple dans certains hôtels, en face de l'hôtel, vous avez un terrain d'entraînement. On se dit, ok, est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être aller sur ce terrain d'entraînement-là que de partir peut-être, c'est un exemple, partir peut-être de Banjul pour Bamendi par exemple, qui est à la sortie, qui est à l'entrée de la ville, et le stade de compétition, par exemple, Kwekon qui est à la sortie de la ville en allant vers Fumba. Donc, c'était ces hypothèses-là. Mais globalement, et ça, c'est l'avantage du Cameroun, parce qu'on ne le dit peut-être pas assez, mais le Cameroun, aujourd'hui, c'est 36 infrastructures de très haut niveau. Donc, du coup, lorsqu'on ne peut pas, lorsqu'on a choisi un stade et qu'on se rend compte que c'est là, ok, on prend un autre. Parce que justement, le Cameroun a prévu plus de stades. Par exemple, dans certaines villes, vous avez 5 stades de compétition. 5 stades d'entraînement, autant pour moi, pour un site de compétition. Or, la CAF demande à peine 3 stades d'entraînement pour un site de compétition. On peut dire que le Cameroun a, et ça rejoint rapidement ce que disait tout à l'heure Jean-Marie, le Cameroun a préparé des plans A, B, C, D. Et moi, j'aimerais bien voir, et ça, ce serait vraiment une grosse curiosité, qu'on joue une aussi belle CAN sans jouer au stade de la réunification, qui selon moi est vraiment l'un des plus beaux stades que le Cameroun a actuellement. En tout cas, c'est pas ce qu'on le souhaite. On va rapidement voyager, aller du côté de Bafoussam pour prendre cet élément de Flore Keigné qui nous a également présenté cette visite de la mission conjointe CAF-FIFA de ce côté-là. Il était environ 11 h lorsque la délégation conjointe CAF, FIFA et COCAN, chapeautée par le secrétaire général adjoint de la CAF, M. Anthony Bafoué-Honte, était accueillie à l'aéroport international de Bafoussam-Bamougoum ce mardi. Une mission conduite par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouele-Kombi. Pour ce qui est des infrastructures sportives, la première escale s'est faite au stade de Mbouda. Ici, on découvre un gazon dont la verdure laisse à désirer. À côté, l'écran géant est déjà fonctionnel. Ensuite, à Bamendi, une démonstration du système d'arrosage a été faite. Le stade principal de Kwekon affiche fière allure, contrairement aux 2 stades d'entraînement précédemment visités. À côté, le stade annexe n'affiche pas un visage des grands jours. Un test du système d'éclairage du stade principal, cependant, démontre que la luminosité est bonne. La visite des infrastructures sportives s'est achevée à Bangou, après l'étape du stade Photo Victor de Banjul où la pelouse, malgré le système d'arrosage fonctionnel, crie sa soif dans le département du Kunki où l'eau est désormais rare, telle la vertu en enfer. Cette mission est scindée en 3 groupes qui visitent simultanément les infrastructures sanitaires, hôtelières, sportives et les centres de traitement Covid-19. Voilà, Jean-Marie, on peut peut-être comprendre pourquoi la presse a des inquiétudes
quand il s'agit justement de rassurer les instances que le Cameroun sera prêt. Quand on regarde ce que vient nous proposer Flore du côté de l'Ouest, Cameroun, ça craint quand même. Alors, au niveau des Franciscains Nguéné, il y a Banjoun, il y a d'autres stades d'entraînement qui sont pas très bien arrosés, qui sont pas, au top. Au top, c'est ça. Donc, il s'agit essentiellement des détails. Et Franciscain Nguéné, là, très bien expliqué, il s'agit des détails. Et je ne doute pas un seul instant qu'on puisse remédier à la situation rapidement. Parce que, et si jamais, vraiment, on prend vraiment l'hypothèse la moins plausible, que ce stade n'était pas prêt à temps, on a des solutions A, B, C, D. On a le stade de Banjoun, on a le stade de Toket qui peut accueillir les équipes pour les entraînements. On a vraiment, j'ai envie de dire aux Camerounais aujourd'hui, aux Africains qui nous regardent, que le Cameroun est prêt à accueillir sa Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, il faut qu'on soit exigeant vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de la parole donnée. C'est pour ça qu'il est important que ce qui a été dit soit effectivement réalisé, qu'on fasse les finitions. Moi, je m'attends à ce que les 2 terrains d'entraînement de Bafoussam, vous savez que Bafoussam a été un peu frustré, les populations notamment, de ne pas pouvoir abriter le Chan, et bien qu'on fasse les finitions pour ce qui est des stades d'entraînement, les 2 stades annexes de Kouékon, que les finitions soient réalisées pour que le Cameroun soit en conformité avec la parole donnée. Mais pour le reste, je n'ai pas de doute que notre pays va abriter une compétition, du moins au niveau des infrastructures, la plus belle jamais organisée en Afrique. Alors, Romy, on a une autre crainte, peut-être on n'a pas évoqué dans le reportage de Flore Keigné, c'est les routes, par exemple. C'était un problème qui revenait déjà, et peut-être c'est pour ça que la ville de Bafoussam n'a pas été choisie pour organiser le Chan. Les voies d'accès aux différents sites, que ce soit d'entraînement, que ce soit de match ou même d'hébergement, laissent encore quand même à désirer à Bafoussam. Oui, ça a toujours été le réel problème. En ce qui concerne le Yaoundé Douala, il n'y a jamais ces inquiétudes-là. Mais pour Bafoussam, en plus des stades, il y a ce problème au niveau routier. Je pense que le gouvernement est en train de faire le nécessaire pour que ce soit prêt le jour J de la compétition. Jusque-là, si la presse a relayé certaines informations, c'est parce que les émissaires de la CAF et de la FIFA ont émis des inquiétudes qui sont logiques par rapport à ce qui a été vu. Mais je pense qu'il reste encore assez de temps. Nous avons 6 mois d'ici novembre où tout doit être prêt. Nous avons encore quelques mois. Et je pense que les autorités ont pris note. Parce que c'est aussi pour ça qu'il y a des missions d'inspection. C'est aussi pour noter ce qui va et ce qui ne va pas. Et lorsqu'il est noté ce qui ne va pas, on laisse un délai pour faire en sorte que les choses soient prêtes. Et je pense que le gouvernement camerounais et le comité d'organisation ont vu ce qui n'allait pas du côté de Bafoussam et qui vont mettre tout en œuvre pour qu'à la prochaine visite de ces inspections, à ces prochaines inspections-là, que tout soit en ordre du côté de Bafoussam. Alors Franciscain Nguéné, on ne parle pas beaucoup de Garoua ou même de Limbé. Pourtant, ces 2 sites également sont sélectionnés pour pouvoir abriter cette compétition. Quid de ces 2 villes? Bon, déjà, en ce qui concerne Limbé, je pense qu'il n'y a pas trop d'inquiétude dans la mesure où non seulement Limbé est homologué par la CAF, mais également Limbé a abrité déjà le Chan. Et on a pu voir que tout s'est super bien passé de ce côté-là. Maintenant, pour Garoua, c'est vrai que déjà, première chose qu'il faut remarquer sur Garoua, vraiment, c'est la seule ville où la question de la voirie ne peut pas se poser. Vraiment, les voiries que moi j'ai vues à Garoua, honnêtement, c'est du très haut niveau. Moi, à Yaoundé, par exemple, je pense que le niveau de la voirie de Yaoundé est très loin de ce que moi j'ai pu voir à Garoua. Déjà, au niveau de la voirie, on n'a pas de problème. Par contre, il faut dire que les inquiétudes qui pourraient se poser encore ici, c'est notamment au niveau, par exemple, de l'hébergement. Mais même à ce niveau, les hôtels de la ville ont fait un bon travail. Déjà pour relayer, pour pallier l'absence de l'hôtel principal de la ville, qui est l'hôtel de la Benoué, qui pour l'instant est encore en chantier, ou même encore l'hôtel sans chambre, qui est en construction. Mais à côté de ça, vous avez déjà quand même des hôtels qui se démarrent, comme le Relais Saint-Hubert, le Newtown Palace, ou même encore le Motel Plaza, qui est sur la route de l'aéroport. Il y a ce travail-là qui a déjà été fait au préalable et les privés de la ville ont compris que la CAN, ce n'est pas qu'une affaire du gouvernement. Et c'est aussi l'interpellation qu'on doit faire à certains Camerounais. Et on le voit à l'ouest, par exemple. Quand on regarde certains stades comme le stade Photo Victor ou certains hôtels, on se rend compte que c'est d'abord des initiatives privées qui se mettent au service
de la nation. Et je pense que c'est ce qui est en train de se faire à Garoua, mais des inquiétudes peut-être encore pourraient se poser au niveau de certains stades d'entraînement, notamment le Sénagès ou encore le stade de Pompomré qui sont encore en construction et qui n'ont pas encore été testés. Oui, l'infrastructure est déjà là, mais ça n'a pas encore été testé. Il faut dire que même au niveau du centre de coton sport de Garoua, le stade qui devait être construit en gazon naturel par l'État est également encore en chantier. Mais l'avantage avec le centre de coton sport de Garoua, c'est que le gazon synthétique est disponible. D'ailleurs, les matchs du championnat se jouent là-bas. Donc du coup, Garoua aussi n'a presque rien à envier actuellement aux autres sites de compétition et je pense que ça va le faire. Un autre site qui n'aura peut-être rien à envier aux autres sites de compétition, c'est le site de Douala qui a déjà fait ses preuves lors du récent CHAN avec le dévoilement, on va dire ça comme ça, aux yeux du monde du stade de Japoma. Avant de parler justement du site de Douala, on va prendre ces extraits qui nous ont été réalisés par nos correspondants voilà, à Douala. Il s'agit naturellement des membres de la commission CAF FIFA. La CAF s'est prononcée en d'autres lieux. Oui. Que pensez-vous de ce qui se passe depuis quelques jours au Cameroun avec l'introduction de la FIFA? Nous nous réjouissons de ce que l'instance fêtière internationale, nous étions tentés de dire suprême, universelle, du football mondial, honore le Cameroun avec la CAF en association de cette mission d'inspection. Cela témoigne de l'importance de l'enjeu que représente non seulement pour la CAF, mais également pour la FIFA, la prochaine édition de la CAN que le Cameroun va accueillir. Il s'agira peut-être d'une véritable révolution et il me semble que c'est dans l'optique de cette révolution et des évolutions positives et des sauts qualitatifs et quantitatifs en matière d'organisation que le niveau de l'inspection a été élevé jusqu'à la strate de la FIFA. Nous nous réjouissons des appréciations positives et des satisfecits qui ont été formulés par les responsables de la FIFA et de la CAF. Nous sommes conscients de ce qu'il y a un certain nombre d'éléments de perfectionnement à ajouter, tant il est vrai que le vœu du président de la République, son Excellence Paul Biya, c'est que nous offrions à l'Afrique la meilleure des éditions de Cannes en janvier prochain. Et nous avons un certain nombre d'engagements à tenir. L'engagement majeur pour lequel le Cameroun, derrière le Paul Biya, est tout à fait sûr, c'est la question qui est posée par l'opinion nationale et même internationale. Pourquoi la FIFA aujourd'hui? Pourquoi on est là? Alors, tu préfères en anglais ou en français? En français d'abord et en anglais. En français, je vais essayer en français. Ouais. Non, en fait, on est très content d'être là. On fait tout le même boulot, nous à FIFA et nos collègues à CAF. Et on est là simplement pour voir, pour changer les idées, pour aider chacun de réussir dans leur tournoi. C'est pour ça qu'on est là. Alors vous avez déjà vous êtes presque au bout du rouleau. Est-ce qu'il y a du beau et du moins beau? Non, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont très bien ici. Il y a de belles infrastructures, il y a des bons entraînements, terrains d'entraînement, les beaux stades. On a vu des stades magnifiques ici. Et maintenant, CAF et COPCAN, on va partager les idées opérationnelles, comment tous peuvent venir ensemble pour avoir une AFCON meilleure
qu'on a eu avant, enfin, le best ever, comme on dit. Alors demain, le Cameroun en pole position pour l'Afrique, pour les matchs de grande dimension internationale, M. Collins. C'est ma première fois au Cameroun. Donc, mais on vous voit déjà sourire. Ah oui, non, mais j'adore l'Afrique, donc je souris. C'est vraiment, je suis content d'être là. Je me sens chez moi, donc vraiment c'est un grand plaisir d'être ici et de faire une tour comme ça dans un pays aussi bel que ça, aussi beau, avec les gens aussi accueillants et avec l'infrastructure comme ça. On vous a vu émerveillé. Voilà, on s'amusait un peu à rire, on faisait un petit coucou à notre aîné, notre patriarche Abel Mbengue, qui posait les questions à Smith Collin, le représentant, du moins le chef de la délégation FIFA au Cameroun. Il nous a rejoint sur ce plateau. André Onana, bonjour et bienvenue. Bonjour Steve Gabengena, bonjour à ton riche panel. Toutes mes excuses pour le retard et je suis fier d'être là, une fois de plus. On sait que tu reviens de Douala, les yeux sont encore très rouges, ça veut dire que tu n'as pas beaucoup dormi, avec une mission très très compliquée avec la Global Sangou. Tout à fait, je rentre de Douala. Il faut dire qu'aller au Sangou a séjourné au Cameroun pendant pratiquement 8 jours. Il était question de faire le point sur les activités de la Global. Nous avons rencontré tous les partenaires qui sont concernés par le projet que nous avons présenté il y a déjà 2 ans par là. Nous sommes satisfaits de ce qui s'est passé. Il revient en décembre parce qu'il y a beaucoup de contrats qui vont être signés. Je pense que c'est tout bénéf pour le football camerounais. Alors justement, quelque chose qui peut être bénéf pour le football camerounais, on parle dans cette émission, ce sont les infrastructures qui ont déjà été réalisées dans le cadre de cette Coupe d'Afrique, dans le cadre de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations prévue en janvier-février prochain. On était déjà, on a fait le tour du Cameroun, on a évoqué le stade, le site de Yaoundé, de Bafoussam, de Garoua et de Limbé. On était sur le site de Douala. On vient de suivre le représentant ou du moins le responsable de la mission de la FIFA et bien sûr le président du COCAN, le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Quand on regarde le site de Douala, lui particulièrement, qu'est-ce qu'il y a lieu d'améliorer de ce côté-là, quand on sait qu'on a eu quand même quelques imperfections lors du récent CHAN? Je dois vous avouer que je n'ai pas encore fait un tour du côté du stade de Japoma, mais j'étais du côté du stade de Bipanda. Je dois dire que c'est une belle femme, mais nue, il faut le dire, parce que quand vous entrez dans le stade, il n'y a rien qui frappe. Je m'attendais à voir des figures emblématiques, je m'attendais à voir un branding qui corresponde au standing de ce stade. Donc voilà quelque chose qui manque là-bas. Mais maintenant, à l'intérieur, franchement, c'est un joyau. Vraiment, on se régale quand on est à Bipanda. On croit qu'on est, je ne sais pas, au Wembley Stadium. C'est quelque chose d'assez... c'est une architecture moderne qui fait la fierté du Cameroun. Moi, je suis convaincu que avec cette mission, les choses vont s'accélérer. Il faut dire que les voies d'accès ne sont pas encore totalement terminées. Il faut les terminer. Et il faut encore naturellement que on voit du côté de l'Internet, parce que les journalistes se sont plaints un peu la dernière fois quand ils étaient là-bas. Mais je suis convaincu que d'ici au début de la compétition, beaucoup de réglages vont se faire pour qu'on ait une compétition, pour qu'on ait un site vraiment, s'il n'est pas le meilleur, qu'il soit au moins parmi les meilleurs. Alors, franchement, il faut rappeler quand même que Bipanda, c'est un stade d'entraînement. Oui. Et c'est ça aussi la curiosité du Cameroun. Mais après, je suis trop... En fait, ça rend fier. En l'état actuel, c'est vrai, c'est un stade d'entraînement, mais en l'état actuel, moi, je me dis, et je le crois quand même si c'est à pourcentage minime, qu'il peut être substitué à un moment donné en stade de match. Parce que quand on regarde ce qu'il y a à Bafoussam, par exemple, il est possible que Douala puisse se substituer dans ce sens-là. Quel que soit les cas, moi déjà pour moi c'est une fierté de savoir qu'un joyau architectural comme celui-là soit utilisé comme stade d'entraînement. Je crois que c'est un message très fort que le Cameroun envoie à la communauté footballistique internationale, de leur dire regardez ce que nous sommes capables de faire et qui démontre
que le Cameroun est une grande nation de football. Il faut rappeler quand même, à toutes fins utiles, que le Cameroun reste et demeure la 9e nation la plus titrée de l'histoire du football. Et donc quand même, avoir des infrastructures de cet acabit, c'est déjà bien. Maintenant, après, s'il y a un switch, c'est-à-dire que soit si Bafoussam, tel que tu le dis, Steve, ou alors peut-être Garoua, ou je sais pas moi, quelle autre ville switcher, l'avantage justement pour le Cameroun, c'est d'avoir préparé tous ces plans. Et donc, ça démontre quand même, et ça, une fois de plus, je veux féliciter le gouvernement qui a beaucoup été bousculé quand même, il faut le dire, et ça, nous en faisons partie, nous, les hommes de médias, on a dû beaucoup bousculer le gouvernement pour pouvoir aboutir à ces résultats-là, que ce soit au niveau des infrastructures. D'ailleurs, c'est vrai que c'est une petite transgression que je vais faire, parce que c'est aussi l'actualité. Il faut rappeler que le gymnase de Fandena, qui pendant très longtemps avait été abandonné, et à lui-même, qui était devenu un cimetière pour les engins lourds, aujourd'hui a été rénové et pourra justement être utilisé comme stade d'entraînement pour la Coupe d'Afrique de handball que le Cameroun va organiser dès la semaine prochaine. Donc pour dire que, c'était une parenthèse, pour dire que du point de vue infrastructurel, le Cameroun fait déjà quand même un grand nombre d'efforts qui méritent d'être encouragés. Et j'espère que la CAN qui arrive justement sera l'opportunité pour nous de mieux vendre ce Cameroun-là, ce Cameroun nouveau à la communauté sportive mondiale. En tout cas, on espère que toutes les délégations, toutes les équipes, toutes les sélections et tous les supporters, on espère que l'affaire Covid sera terminée enfin pour pouvoir avoir une très très belle compétition de football au Cameroun. On le sait, le Cameroun quand même excelle dans le domaine de l'organisation et de la mobilisation dans le spectacle sportif en Afrique. On espère donc que cela sera presque identique ou du moins voire plus lors de cette compétition. On va marquer une petite transition et on va revenir pour parler de l'affaire Gaylor Kanga qui a animé l'univers sportif tout au long de la semaine. Voilà, affaire Gaylor Kanga, la plainte de la Fédération congolaise de football a été rejetée par la commission par le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football, qui a décidé justement de rejeter, voilà, je disais cette plainte-là. Le jury donc estime que les éléments présentés par la Fédération congolaise de football ne sont pas probants et suffisants pour établir la matérialité d'une falsification d'identité du joueur de la part de la Fédération de la Fédération gabonaise de football. Il n'a donc trouvé aucune irrégularité concernant l'éligibilité du joueur ni de son enregistrement au sein de la Confédération africaine de football. Le Gabon sera donc bel et bien présent dans l'aventure camerounaise en janvier-février prochain avec son milieu de terrain Gaylor Kanga. Plus de détails dans cet élément qui nous est signé par Franck Peck. Un happy end pour le milieu de terrain gabonais de l'Étoile Rouge de Belgrade et son pays le Gabon dans l'affaire face à la Fédération congolaise de football association. Le jury disciplinaire de la CAF a rejeté mercredi dernier la plainte de la Fédération congolaise de football association contre le joueur Gaylor Kanga. Le jury a estimé que les éléments présentés par la FECOFA ne sont pas probants et suffisants pour établir la matérialité d'une falsification de l'identité du joueur de la part de la Fédération gabonaise de football. Il n'a donc trouvé aucune irrégularité concernant l'éligibilité du joueur ni de son enregistrement au sein de la CAF. Le Gabon sera donc bel et bien à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations avec son milieu de terrain Gaylor Kanga. Pour rappel, suite à sa défaite face au Gabon, la République démocratique du Congo avait contesté l'éligibilité de Gaylor Kanga. Au mois d'avril dernier, la RDC avait accusé le joueur d'avoir menti sur à peu près tout ce qui constitue l'identité d'une personne. Son âge, son nom, son lieu de naissance et sa nationalité. Pire, la Fédération congolaise de football parlait même d'usurpation d'identité. Il n'en est rien selon la Confédération africaine de football. Le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang et les Panthères du Gabon seront donc du rendez-vous camerounais du 9 janvier au 6 février prochain, et ce avec dans leur rang un certain Gaylor Kanga.
Rien n'est encore sûr, Frampec, parce que la sélection pour la prochaine CAN prévue au Cameroun n'est pas encore disponible. On l'espère effectivement que Gaylor Kanga sera de l'aventure gabonaise. André Onana, en tant que juriste, comment est-ce que vous appréciez globalement cette décision du jury disciplinaire de la Confédération africaine de football? Écoutez, je l'avais déjà dit sur d'autres plateaux. C'est-à-dire que pour moi, il fallait déjà avoir une raison. J'estimais que la fédération congolaise n'avait pas raison, même si ce garçon était congolais à l'origine. Parce que certainement, il n'a pas été désiré par le Congo. Il est allé chercher fortune du côté du Gabon. Ça, c'est une hypothèse. Maintenant, il faut dire qu'il y a le jugement supplétif, qui est un document qui vous permet de changer d'identité. La seule chose que vous ne pouvez pas changer, c'est là où vous êtes né. Mais vous pouvez changer votre nom, vous pouvez changer votre âge. Il faut que ça vienne d'une décision de justice. Donc, du coup, je pense que la commission de la CAF a dû statuer en tenant compte d'un certain nombre de paramètres. Vous savez, il n'y a pas seulement le droit, vous avez l'esprit, vous avez la lettre. Alors, naturellement, on se dit, ce garçon a eu une nationalité gabonaise. Je ne sais comment il a eu cette nationalité. Il fallait que le Congo prouve qu'il est né là-bas, chez eux. Un. Et deux, qu'il a été enregistré dans leur TMS. Qu'il ait même participé aux compétitions internationales avec la fédération. Pour quelle raison? Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, ça aurait été délicat pour moi de voir cette commission sanctionner le Gabon. Encore que, écoutez, c'est un individu qui se rend dans un poste d'identification pour se faire identifier. Il vient avec des documents. Maintenant, on peut parler de la traçabilité des documents, mais c'est d'abord l'individu qui vient avec son document, qui se fait identifier, et puis ensuite, on lui produit des documents. Si maintenant il y a contestation, on peut aller à la base chercher à savoir si les documents étaient authentiques ou pas. Donc, je crois que, pour moi... Ce qui dédouane la responsabilité de la fédération gabonaise. Donc, je suis heureux parce que si la fédération gabonaise avait été frappée, le joueur serait aussi frappé. Je crois que ça aurait été... sa carrière aurait forcément pris un coup. Donc, je suis heureux de savoir que la commission a pris la décision qu'on attendait. Alors, Romy, il s'est dit... je ne sais pas si c'est vrai, je n'étais pas là, je n'étais pas encore né d'ailleurs. Il s'est dit que Gaylor Kanga serait né en 1990 au Gabon. Pourtant, sa mère est décédée en 86 à Kinshasa. C'était l'une des raisons évoquées par la Fédération congolaise de football association, justement pour appuyer son dossier. Comment est-ce qu'on peut arriver à ce niveau-là dans le football en Afrique? Bon, je pense que ça reste à prouver, encore une fois. Et la Fédération internationale a jugé que les preuves qui ont été fournies par le Congo n'étaient pas suffisantes pour prouver cela. Mais je pense que c'est une tentative désespérée du Congo d'essayer d'éliminer le Gabon, eux qui n'ont pas pu se qualifier sur le terrain. C'est un peu dommage d'en arriver là. Moi, je maintiens toujours que le football doit rester sur le terrain. Et lorsque ça arrive sur le plan administratif, il y a beaucoup d'entourloupes qu'on ne peut pas forcément toujours justifier. Quitte à ce qu'il soit même né du côté du Congo, la FIFA s'est appuyée sur un élément. Ses premiers enregistrements, que ce soit au niveau de la fédération gabonaise ou que ce soit au niveau de la fédération internationale de football, ses premières licences professionnelles ont toujours été avec le Gabon. Et avec cet âge-là qu'on lui connaît, de 90. Alors, comment vraiment prouver ce qui s'est passé avant? La FIFA s'est appuyée sur les documents qu'ils ont en leur possession. Et je pense que ce n'est que légitime d'avoir ce verdict-là aujourd'hui. Alors Jean-Marie, dans quelles conditions est-ce qu'on pouvait avoir une décision contraire qui pouvait profiter à la Fédération congolaise de football? On le sait bien, c'était une tentative vraiment désespérée de vouloir remplacer le Gabon quand on sait que sur le terrain, elle n'a pas présenté des arguments solides pour être présent dans cette compétition. Eh bien, il aurait fallu pour la RDC qu'il y ait eu des preuves tangibles, convaincantes. Et il me semble que la décision du jury disciplinaire est claire
il n'y a pas la matérialité. Tout à fait. Vous avez les accusations, mais il n'y a pas d'éléments tangibles pour soutenir vos accusations. Je fais mienne l'analyse de Teki et je pense que le Congo a tenté une manœuvre un peu désespérée parce que bon, elle traverse une passe assez douloureuse. C'est un peu dommage pour cette équipe qui a une belle formation sur le papier, qui avait tous les arguments pour se qualifier pour cette compétition, mais qui, à cause des problèmes internes de management au sein de la sélection des Léopards, est bien passé à côté complètement de son objectif qui était la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais cela étant, ce problème-là soulève un problème réel en Afrique qui concerne les trafics qui se font autour de l'identité des joueurs. Et je pense que c'est un problème que la Confédération africaine de football dirigée par Patrice Motsepe doit prendre à bras le corps. Et je crois que ça peut être réglé en partie avec la nouvelle compétition qui est à venir, comment ils appellent ça ? Le championnat d'Afrique interscolaire. C'est-à-dire qu'on ait des jeunes qu'on pourra tracer des pupilles jusqu'aux seniors. Si on le fait, je pense que l'un des problèmes aussi, c'est qu'on a des générations spontanées. Il y a des garçons qui ont des talents, c'est vrai, mais qui se révèlent un peu tard. Et vous savez, on est en Afrique, c'est un peu compliqué. Les parents sont obligés de contourner le voile légal et donc d'avoir recours à des moyens qui ne sont pas toujours catholiques pour essayer de faire intégrer leurs enfants certains centres de formation ou même certains clubs qui sont exigeants au niveau des âges. Je crois que c'est un problème qu'il faut résoudre à travers ce genre de tentative que la RDC a essayé, permettez-moi l'expression, mais vraiment pour revenir sur le sujet, je pense que ce n'est pas très fair play pour une équipe comme la RDC qui a tenté, heureusement la manœuvre n'a pas prospéré. Franchement, Jean-Marie parle de fair play. Est-ce que ce n'est pas là un échec pour un monsieur comme Constant Omari qui, on le sait, tentait quand même par cette initiative de sauver ce qui lui reste de son mandat à la tête de cette fédération? Bon, on pourra aussi voir les choses sous cet aspect géopolitique-là qu'on n'a pas évoqué depuis le début de cette affaire. On est tous d'accord quand même qu'un Constant Omari, encore aux affaires, tout puissant vice-président qu'il a été de la CAF, ça aurait été difficile quand même qu'on ait un verdict comme celui qu'on a eu aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas... Il faut dire que c'est aussi ça le football aujourd'hui. Le football business aujourd'hui, c'est également beaucoup de géopolitique. On comprend quand même que le Gabon avait besoin également de pouvoir souffler un bol d'air. Vous savez, je crois qu'ils n'ont pas participé à la dernière CAN, me semble-t-il. Peut-être ça à vérifier. Non, si, c'est le Gabon qui n'y était pas. Voilà. C'est du Gabon dont je parle. Ah oui, le Gabon n'y était pas. Et donc, du coup, c'est bien aussi pour le Gabon. C'est pour ça que le Gabon s'accroche aussi et se dit, voilà une opportunité. Vous savez, en Afrique centrale, il est devenu très difficile pour ces pays-là de sortir véritablement la tête du lot. Je profite de cette occasion qui nous est donnée pour véritablement interpeller les autorités du football sous-régional, notamment l'UNIFAC, de dire normalement, dans une CAN à 24 pays, on ne serait pas en train de se chiner, parce que là, quand même, c'est l'image de l'Afrique centrale qui est écornée. On ne serait pas en train de se chiner entre le Gabon et le Congo pour savoir vraiment qui a traficoté l'âge de la mère de quelqu'un qui est mort en 1986. Moi, je pense qu'il faudrait qu'à un certain moment, on puisse mettre de l'ordre. Et cette affaire, avant même d'arriver à la CAF, et c'est pour ça que j'interpelle véritablement les autorités de l'UNIFAC, avant d'arriver à la CAF, aurait même déjà pu être géré en interne. C'est-à-dire, voici ce qu'il faut faire. Et il faudrait qu'on se dise qu'on ne peut pas, dans des pays par exemple, aussi, parce qu'il faut dire que la RD Congo reste une grande nation de football, d'ailleurs l'un des plus grands championnats, on voit les performances du tout-puissant Mazembe, d'AS Vita Club et tout. On voit également ce que le Gabon a fait, 2 CAN organisés en moins de 5 ans. Il y a cette volonté-là aussi de l'UNIFAC de pouvoir s'asseoir et de dire comment est-ce qu'on réorganise le football en Afrique centrale. Parce que c'est ça aujourd'hui le problème. Quand on regarde aujourd'hui le football en Afrique centrale, il se résume uniquement à cette affaire de traficotage d'âge, traficotage de ceci, un peu de géopolitique. À un moment même, l'UNIFAC a été dirigé par un rebelle centrafricain qui se retrouve aujourd'hui en prison en France. Et c'est tout ça en fait. Il faut restructurer justement le football en Afrique centrale. Je pense que la jurisprudence, si jamais on pouvait l'appeler ainsi, la jurisprudence Gaylor Kanga devrait amener les uns, Gaylor Kanga autant pour moi, devrait amener les uns et les autres à se dire, est-ce qu'il n'est pas temps de repenser le football en Afrique centrale pour qu'on ne se retrouve pas avec 2 pays qui n'arrivent pas à se qualifier pour une CAN à 24 nations, qui va se jouer, attention, où? En Afrique centrale. Donc je voudrais rapidement dire que ce n'est pas seulement un problème de l'Afrique centrale. Le Ghana a été éliminé chez les U17
au profit du Cameroun, je pense, il y a 4 ou 5 ans. 4 ans par là, parce que le Ghana avait triché sur justement l'âge d'un de ses U17. Donc c'est un problème qui concerne toute l'Afrique noire. Et pourquoi? Parce que il faut un véritable fichier. Vous savez, ici, chez nous, la formation commence généralement à 16 ans. C'est quand vous avez 16 ans qu'on commence à réfléchir à vous mettre dans un centre de formation. Pourtant, ailleurs, ça commence beaucoup plus tôt. À 8 ans, on peut déjà vous repérer. À 12 ans, 13 ans, vous entrez dans un fichier. Ça fait que quand vous voulez changer, on sait qu'effectivement, vous avez été à tel endroit, à tel moment, vous avez tel âge. Donc, ça devient impossible pour vous de le faire. Moi, je crois que la solution, c'est véritablement d'avoir de vrais championnats jeunes, de vraies académies et un fichier qui permette qu'on puisse tracer tous ceux qui se retrouvent dans l'écosystème. À partir de ce moment-là, ce sera facile de lutter contre le changement d'identité parce qu'il y a la reconnaissance faciale. Même si vous changez tout, lorsque votre visage apparaît sur la machine, on va l'assimiler à... Il faut que ça arrive, justement. C'est ce que je suis en train de dire. Parce qu'après, un mec viendra barbu avec des locks. Est-ce que ce sera évident de... Non, mais il y a des traits. L'intelligence artificielle peut aussi faire des... Bon, ok, d'accord. Mais au moins, on peut commencer par peut-être des empreintes. Il y a déjà des empreintes. Quand on fait des licences, là, il y a des empreintes et tout. Donc, il faut une bonne base de données qui fait en sorte que lorsqu'on introduit... Ça, c'est un élément nouveau, la reconnaissance faciale. Mais vous avez d'autres éléments de reconnaissance. Ça fait en sorte que à la longue, on va arriver peut-être pas on va pas arriver à mettre tout ça de côté, mais sérieusement, avec un peu de temps, on va réussir quand même à baisser le taux de tricherie, parce que moi j'appelle ça de la tricherie. On a essayé pour l'âge, ça n'a pas marché. Ça, justement, c'est pour ça que je parle. On a des jumeaux qui ont eu 10 ans d'écart. Non, mais là, vous utilisez l'IRM. Je crois que c'est l'IRM qui est utilisé chez les U17, qui pouvait se... Mais la marge, quand même, d'erreur est minime. Si on a eu des jumeaux, mais en réalité, à 95% des cas, c'est respecté. Mais par contre, le test du poignet reste encore quand même problématique aussi. En tout cas, on espère que qu'il y aura plus ce genre de situation dans le football africain. En tout cas, c'est pas bien pour l'image du football de notre continent. Alors, question, est-ce que finalement cette situation ne pourrait pas être un moyen pour le Gabon de capitaliser et d'aller faire valoir ses droits quand même dans cette compétition, Romy? Oui, le Gabon, vous savez qu'il y a une très très bonne génération. Et entre les Aubameyang, parce qu'il y a Aubameyang, il y a Ekwel Manga qui pourraient ne plus être des prochaines expéditions. C'est une très bonne équipe, mais qui malheureusement ces dernières années n'a pas pu rentabiliser. Et on se souvient bien évidemment de l'élimination de la CAN par le Cameroun en 2017. Ça avait fait beaucoup de mal aux Gabonais. Et on l'a vu lors des qualifications. Je pense qu'ils ont réussi déjà à trouver cette osmose-là. En tout cas en termes du jeu, où on a trouvé une équipe créative, une équipe qui sait manier le ballon. Qui a battu d'ailleurs la RDC 3-0. La RDC, une équipe qui est sûre de ses acquis. Donc je pense qu'avec cette qualification et un peu cet esprit de revanche, je vais l'appeler comme ça par rapport au Cameroun, car on les a éliminés de leur propre CAN qu'on a gagné d'ailleurs, le Gabon va arriver extrêmement motivé au Cameroun. Et un peu revanchard aussi. Revanchard et pour essayer de montrer quelque chose. Je ne pourrais pas dire que c'est l'un des favoris, mais je pense que c'est un outsider qu'il faudrait regarder de très près. Jean-Marie. Le Gabon est une bonne équipe, surtout au niveau de l'attaque avec Denis Bouanga et Pierre-Emerick Aubameyang. Maintenant, ils ont quelques soucis en défense. Je crois qu'ils ont un sélectionneur qui est là pour essayer d'arranger tout ça pour présenter une meilleure figure à domicile. Mais le Gabon a le problème que toutes les sélections africaines connaissent, c'est qu'il y a énormément de pression sur les joueurs gabonais. Moi, j'étais du côté du Gabon pour la CAN à domicile chez eux en 2017 et j'avais vécu cette pression qui n'est pas toujours positive. Je crois qu'arriver au Cameroun, cette pression peut se transformer en avantage autant pour moi. Pour les Panthères qui voudront, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, essayer un peu de renverser la vapeur et si jamais il fallait affronter les Lions indomptables, les éliminer comme ça a été le cas à domicile. Maintenant, vous savez que la Coupe d'Afrique des Nations sera hyper relevée parce que tous les groupes sont présents. Il faut peut-être attendre le tirage au sort pour voir quelle est la possibilité pour le Gabon de pouvoir sortir de la phase de poule, ce qui n'est pas déjà venu. Alors le Gabon connaîtra donc ses potentiels ou ses futurs adversaires le 25 juin prochain au terme du tirage au sort prévu au Palais Polyvalent des Sports
de Yaoundé. Madame, monsieur, on va marquer une petite pause pour entrer dans la troisième partie de cette émission. On parlera effectivement de la reprise, oui ou non, des championnats nationaux d'élite au Cameroun. Déjà en début de cette émission, la reprise des championnats d'élite, la Fédération camerounaise de football pourra-t-elle respecter les délais du 30 juin donnés par la Confédération africaine de football, alors que les championnats d'élite sont à l'arrêt depuis plus de 3 semaines pour cause de trêve? L'on ne sait toujours pas quand ils vont reprendre. À l'heure actuelle, aucune programmation n'a encore été faite au niveau de la Fédération camerounaise de football, si ce n'est le match en retard qui s'est joué hier, remporté par le Coton Sport de Garoua 3-0 face aux Astres de Douala, qui fermait donc, on va dire ça comme ça, le rideau de la phase aller. La CAF a mis une grosse pression, je le disais, sur la Fédération camerounaise de football, qui doit désormais livrer les équipes qualifiées pour les compétitions africaines plus tard le 30 juin prochain, comme tous les autres championnats en Afrique. Je vous propose de suivre ce reportage d'Elvis Essouma. En tout cas, on aura l'occasion de revivre ce reportage tout à l'heure qui, justement, présente l'état des lieux au sein de la Fédération camerounaise de football, ou du moins au sein des instances en charge d'organisation du championnat local, le championnat d'élite local. Qu'est-ce qui coince aujourd'hui? Je pose la question à Jean-Marie Nkoussa, qui, quand même, est de l'équipe de communication de la Fédération africaine de football. Qu'est-ce qui coince la Fédération camerounaise de football? Oui, espérons que je ne me suis même pas rendu compte. Voilà. Donc, qu'est-ce qui coince au niveau de la FECAFoot? Pourquoi ce nouveau break après seulement 2 mois de reprise? Alors, c'est un secret de polichinelle pour ceux qui suivent de près le championnat d'élite au Cameroun. La FECAFoot avait programmé pour le 23 mai la reprise des 2 championnats, Élite One et Élite Two. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, les clubs sont en attente des subventions liées au fonctionnement du football professionnel, et ces subventions ne sont pas arrivées jusqu'à date. Et donc, la Fédération camerounaise de football est dans l'incapacité de programmer les matchs. Mais il faut dire que la date du 30 juin n'est pas quelque chose de nouveau. Ça existe depuis une saison. Et vous savez, les péripéties qui ont entouré le démarrage du championnat, qui a quand même commencé avec un retard de 5-6 mois, après une interruption de plus d'1 an. Tout ça fait aujourd'hui que c'est vrai qu'il y a des simulations qui sont en train d'être faites pour rattraper un peu les délais et présenter à la Confédération africaine de football les qualifiés du Cameroun pour les prochaines compétitions africaines interclubs à partir du 30 juin. Mais tout est en train d'être fait pour être rattrapé. Mais comme je vous l'ai dit, le problème principal aujourd'hui est celui lié à la subvention de fonctionnement des clubs, si vous voulez, les salaires des joueurs, qui n'a pas été payé cette subvention cette saison et la saison dernière. Les clubs avaient jusque-là commencé le championnat. La fédération a supporté les frais. C'est vrai, avec une bonne partie des frais issus de l'argent versé par le Premier ministère, 350 millions. Mais aujourd'hui, à mi-parcours, cet argent-là n'existe plus. Les clubs, je ne vais pas revenir sur le contexte qui est assez morose avec le Covid, pas de recettes de stade, et les 3 TV aussi qui ne sont pas exorbitants. Les clubs aujourd'hui sont dans les possibilités, sont asphyxiés et attendent donc cette subvention de la part de l'État. Il s'agit de combien exactement 560 millions de francs CFA. Je dis par équipe, combien est-ce qu'ils attendent? Alors, ils reçoivent pour les clubs d'élite, ils reçoivent autour de 20-23 millions de francs CFA. Et les clubs d'élite tout, c'est la moitié à peu près, autour de 10, 11, 12 millions de francs CFA par club.
Donc, ce qui équivaut à 100 000 francs de salaire pour à peu près 23 joueurs par sélection. Pour le championnat. C'est exactement ce qui avait été dit en 2011 lorsque le ministre à l'époque, le ministre Zoa, instituait cette subvention qui devait en principe durer pour une période de 2 ans. C'était pour les salaires des joueurs, mais vous savez que depuis la mise sur pied de la Ligue, cet argent est directement versé aux clubs qui sont chargés à leur tour de reverser au club pour effectivement aux joueurs, merci, pour 100 000 francs pour les joueurs de l'élite et 50 000 francs au moins, c'est le minimum pour les joueurs de l'élite. Alors, qu'est-ce qui est fait au niveau de la fédération camerounaise aujourd'hui pour que cet argent arrive rapidement? Parce que, qu'on se le dise, peut-être j'interprète mal, mais la subvention avait été négociée entre, peut-être je raconte des conneries, entre l'État et la Ligue, et que peut-être aujourd'hui, comme la Ligue n'existe plus, l'État n'a pas des arguments solides pour pouvoir, ou du moins n'a pas un destinataire à qui envoyer cet argent. Je me dis, peut-être c'est pas le cas. Alors oui, c'est un argument effectivement qui revient régulièrement depuis que les clubs ont fait part de leurs difficultés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les lignes budgétaires qui sont liées au fonctionnement des clubs sont régulièrement fournies. Ça a été fourni l'année dernière, ça a été fourni cette année. Et je faisais allusion tout à l'heure à la somme de 350 millions de francs CFA qui a été débloquée par le Premier ministère. Il faut dire que cet argent rentrait dans le cadre du fonctionnement du football professionnel, à l'époque par la Ligue de football professionnel, qui aujourd'hui est un peu en berne. Vous savez quels sont les soucis. Voilà, et que aujourd'hui, le ministre des Sports et de l'Éducation physique du Cameroun, puisqu'il s'agit de lui, n'a pas versé cette subvention l'année dernière et qu'il a entrepris des discussions. Il a écouté le président de club à travers ses directeurs il y a quelques jours et que nous attendons, quand je dis nous, la Fédération camerounaise de football attend la réaction de la part du ministre des Sports, la réaction officielle. Parce que jusqu'ici, il n'a pas dit clairement qu'il ne comptait pas débloquer cet argent. J'ai écouté certains de ses collaborateurs qui faisaient justement allusion à ce que ce serait considéré comme une faute de gestion. Moi, je ne suis pas un gestionnaire de la fortune publique, je ne fais pas partie des instances comme la NIF ou le Conseil supérieur de l'État, mais ce que je constate, c'est que l'argent est destiné au club et il ne s'agit nullement de l'argent qui est destiné au fonctionnement, que ce soit de la Fédération camerounaise de football ou la Ligue de football professionnel qui peut revoir le jour. Il s'agit bien de l'argent destiné au fonctionnement des clubs et les problèmes qui existent aujourd'hui dans les instances d'organisation de ces championnats-là, il me semble, n'ont pas tué les clubs qui, eux, continuent de jouer. La preuve, c'est que Coton Sport de Garoua est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération. Et donc, on ne peut pas estimer que ce serait considéré comme une faute de gestion à partir du moment où vous avez des clubs qui sont les principaux destinataires de cet argent. Alors, est-ce que si l'argent arrive aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui disent, peut-être vous êtes là-bas, que la FECAFOOT n'a plus d'argent, est-ce que si l'argent arrive directement au club, la FECAFOOT a des arguments pour continuer ce championnat? Aussitôt que l'argent est disponible, je vous dis, si l'argent est disponible lundi, la programmation pour le championnat sera faite pour mercredi ou samedi ou dimanche. Donc, la Fédération camerounaise de football n'a aucun problème. Effectivement, je l'ai suivi dans certains médias et après, on n'est pas surpris par ce qui se dit. On dit tout et n'importe quoi parfois et je peux comprendre dans la perspective des joutes à venir qu'on essaye de noisir un peu tout ce qui est fait du côté de Tinga. Mais le problème principal aujourd'hui est celui de l'organisation, je vais dire de la subvention de l'État. Et vous savez que, ça c'est vraiment pour terminer là-dessus, la Fédération camerounaise de football aurait autonomisé la gestion financière de ces championnats s'il n'y avait pas eu tout ce qu'on a connu en début de saison. La Fédération s'était déjà attachée les services de nombreux partenaires qui devaient appuyer ce championnat à hauteur de beaucoup d'argent. Malheureusement, les sentences qui sont arrivées n'ont pas fait, ont favorisé le départ de ces partenaires-là qui aujourd'hui, cette situation fait aujourd'hui que la Fédération camerounaise de football est obligée avec les clubs de continuer d'attendre la subvention de l'État.
Alors, réaction très rapidement parce que ça bouillonne du côté d'André Onana. Alors, André Onana, est-ce qu'on peut croire ici, quand on écoute ce que Jean-Marie vient de nous dire là, est-ce qu'on peut quand même croire que d'ici peu, les joueurs pourront redémarrer? Parce que jusque-là, on n'est plus au TAS, mais on est dans un problème encore où les joueurs sont carrément oubliés, le sportif est oublié carrément de cette situation-là. Vous savez, ce que je souhaite, c'est qu'au sortir d'ici, je reçoive un message qui m'indique la programmation de la prochaine journée, ou alors la phase autour du championnat. Mais entre mon souhait et la réalité, il y a un gros fossé. Parce que j'ai eu la chance, je vais le dire comme ça, d'assister au symposium du football professionnel en Bancomo. Et aujourd'hui, je ne suis pas surpris. Pourquoi je ne suis pas surpris? Parce que là-bas, il y avait des indicateurs. Vous arrivez dans un symposium du football professionnel, qu'est-ce que les présidents de club vous disent? C'est subvention de l'État, 560 millions. Subvention, il faut que la fédération donne l'argent. Il faut que tel... Je n'ai pas assisté à un seul moment à des débats où on dit comment les clubs vont se faire de l'argent. Et je l'avais dit, j'étais sur un plateau hier avec un président de club qui m'a d'ailleurs dit que le championnat ne va pas reprendre, que je ne me dérange pas, il n'y aura pas reprise de championnat. Il me l'a dit hier dans un média. Donc, je ne suis pas surpris. Les clubs où les présidents de clubs doivent travailler sur leur modèle économique, comment se faire l'argent? Moi, j'ai honte. Moi, je le dis, j'ai honte. Même si c'est une promesse de l'État, même si c'est une promesse de l'État, vous ne pouvez pas arrêter un championnat maintenant sous le fallacieux prétexte de ce que l'État n'a pas payé les salaires de vos joueurs, les personnes que vous employez. Le président m'a posé une question hier. Quand nos joueurs vont jouer au champ, qu'est-ce que l'État nous donne? J'ai retorqué, quand vous vendez un joueur, vous donnez quoi à l'État? Mais c'est clair, vous ne pouvez pas bloquer un championnat sous le fallacieux prétexte de ce que on devait payer vos salaires, on n'a pas payé. Ok, vous avez fait un budget, vous avez certainement intégré les salaires des joueurs. Vous vous êtes dit, parce qu'il faut dire la vérité, ce que l'État donne est un appui. C'est un appui. Ce n'est pas l'État qui paye les salaires. 50 000, c'était le minimum. Mais ne me dites pas que tous les joueurs de Ligue 1 valent 100 000 francs. L'État vous appuie à 100 000 francs et le reste, vous supportez. Si l'État n'a pas donné 100 000 et que vous avez l'habitude de donner 200 000 à un joueur, donnez-lui 100 000. Dites-lui que, ok, on attend la subvention de l'État. Si ça arrive en fin de saison, on peut le faire. Donc, du coup, moi, ce n'est pas la fédération que je vais blâmer. Non, ce sont les présidents de clubs. Ce sont eux qui investissent dans leur club. Alors, aujourd'hui, c'est un manque à gagner énorme pour un club comme Coton Sport. Vous croyez que Coton Sport ira s'aligner au premier ministère ou au ministère des Sports pour dire que donnez-moi de l'argent? Non, ils ont travaillé. Je ne pense pas que le canon aujourd'hui soit à attendre que l'État donne l'argent. Il faut que les clubs se mettent au travail. Certains ont passé le temps à bagarrer, à faire la bagarre, à oublier que le moment de jouer va arriver et qu'il y aura justement des dépenses. Aujourd'hui, ils sont coincés. Ça, c'est normal. Maintenant, moi, ce que je vais dire, c'est que Jean-Marie a dit qu'il n'était pas fiscaliste, qu'il n'était pas gestionnaire, justement. Il a raison, il est honnête. Ça, il faut le dire. Moi, je vais vous dire que le ministre des Sports est un juriste de haut rang. Alors, il a certainement été tapé sur ses doigts. Il est resté tranquille. Aujourd'hui, il utilise quoi? Le droit. Ouais. Il vous dit... Des députés de la nation se sont assis avec des sénateurs. On a ouvert une ligne pour le fonctionnement du football professionnel. Une ligne qui concerne la Ligue de football professionnel, qui est une entité juridique. La Ligue, oui, elle appartient à la fédération, mais elle a ses missions. Tout à fait. Ok. Cette ligne a été ouverte pour le fonctionnement de la Ligue de football professionnel. C'est qui? La Ligue de football professionnel, ce sont les clubs professionnels. Maintenant, elle n'existe plus. Alors, cet argent est destiné à qui désormais? Parce que la fédération n'a pas vocation à organiser un championnat professionnel. Vous comprenez, il y a donc des subtilités. Lui, il se dit, au lieu que je m'embourbe dans quelque chose qui va m'amener au TCS, je préfère jouer la carte de la prudence. Si la Ligue est rétablie, la preuve, lorsque la Ligue a lancé le championnat, le match Panthère contre Coton, le gouvernement a donné de l'argent. C'était facile. Les clubs de Ligue 1 ont reçu 7 millions, les clubs de Ligue 2 ont reçu 4 millions. Aujourd'hui, il y a un blocus. Pourquoi? Parce que, vous voyez, il y a des petites subtilités et on utilise justement les arguments qu'on a en sa possession au ministère. On se dit, bon,
l'argent revient à la Ligue. Si nous, on donne ça à la fédération, on peut être poursuivi. Il y aura faute de gestion. Je veux juste dire, avant Franck Ghislain, je veux juste, et c'est ça le problème. Le problème, c'est aujourd'hui que moi, personnellement, ce que je dis n'engage que moi, j'ai le sentiment que le ministre des Sports ne joue pas franc jeu. Si vous ne voulez pas donner la subvention pour une raison, vous le dites clairement. Et les clubs se préparent à jouer sans subvention tant que la situation sur le plan juridique n'est pas réglée. Le problème, c'est qu'il y a comme une duplicité. Vous dites quelque chose sous cap, vous le faites dire par d'autres personnes, mais officiellement, vous dites vraiment, on va vous accueillir, on va vous recevoir, et puis on va voir ce qu'il y a lieu de faire. Et l'impression, malheureusement, que ça donne, c'est qu'on veut bloquer le championnat du Cameroun. Aujourd'hui, Coton Sport de Garoua, moi je reviens sur cette équipe qui est la fierté, est en demi-finale de la Coupe des Confédérations, c'est bien parce qu'il y a un championnat qui s'est joué. Si on ne veut pas que le championnat se joue, parce qu'on estime que l'instance qui organise n'est pas l'instance qui a la légalité, et bien qu'on le dise clairement, les choses, et les présidents de club, là, je vais revenir peut-être après Franck Ghislain, pour qu'on essaye un peu de voir l'environnement dans lequel évoluent aujourd'hui les présidents de club. Tout à fait. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une information qu'on ne donne pas. Tout le monde sur le plateau a dit la Ligue est morte. La Ligue est morte, la Ligue n'existe plus. Mais je tiens à donner une information. Même la FECAFOOT, au moment où on parle... N'existe pas. Non, je ne dis pas qu'elle n'existe pas. Je dis même la FECAFOOT n'a jamais... proclamer officiellement la dissolution de la Ligue. Je dis, dit officiellement. J'ai dit la FECAFOOT est en... je suis d'accord, on dit la même chose. On dit la même chose, Jean-Marie. Ça veut dire que ni la FECAFOOT, ni la CAF, ni la FIFA, ni même le TAS n'a encore déclaré la dissolution de la Ligue. Oui. Ça veut dire que au moment où on parle, le ministre peut effectivement mettre l'argent à disposition de la Ligue. À disposition de la Ligue. Tout à fait. Parce que, et Jean-Marie l'a dit tout à l'heure, effectivement, il y a des décisions de justice du TAS qui ont eu des exéquatures locales. Ça veut dire qu'effectivement, le ministre peut effectivement... C'est pour cela que je dis, pour moi, s'il fallait parler, on ne parle pas encore de solution, mais peut-être une solution serait, pour les présidents de club, de se dire, ok, de toute façon, nous, on veut l'argent. Ok, la FECAFOOT ne nous a pas encore dit que la Ligue, là, elle est dissolue. Donc, ça veut dire que nous pouvons encore agir comme étant des membres de la Ligue. Et maintenant, on va maintenant voir le ministre en tant que Ligue de football professionnel. On lui dit au ministre, ministre, nous sommes la Ligue de football professionnel du Cameroun et vous avez de l'argent à nous donner. Mais si ces clubs vont sous la bannière de la FECAFOOT, ce sera très difficile. Et oui, Jean-Marie a évoqué un cas tout à l'heure très important. Il a dit, effectivement, en début de saison, 350 millions ont été mis à la disposition de la FECAFOOT. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en fait, ces 350 millions ont été mis à la disposition de la FECAFOOT par le Premier ministre qui dispose des dérogations spéciales, des dérogations budgétaires spéciales. Lui, pourquoi? Parce qu'il est le chef du gouvernement. Il a la capacité de pouvoir justement utiliser des fonds de souveraineté, c'est-à-dire des lignes spéciales. Mais c'est ce qui s'est passé, justement, et ça a permis d'éviter justement Cette ligne existe depuis 2011. Non, je parle du premier ministère. C'est pas une ligne spéciale. Cette ligne de 350 millions existe depuis 2011 et c'était une ligne destinée au fonctionnement de la Ligue de football professionnel. C'est pas une ligne spéciale. C'est une ligne budgétaire qui existe. C'est pour ça que moi je dis... Non, vous n'avez pas compris. Ce que je dis, c'est que cet argent en début de saison qui a été mis à la disposition des clubs est une ligne spéciale qui a été décrétée par le président de la République à travers son secrétaire général qui dit la subvention des clubs qui est une ligne spéciale. Attendez. Qu'est-ce qu'il dit? Le président dit par la voix du SGPR que mettez à la disposition, il adresse au Premier ministre, il dit mettez à la disposition une ligne spéciale une ligne budgétaire de 350 millions pour les clubs professionnels. Le Premier ministre peut le faire. Le Premier ministre a la capacité de le faire. Mais le ministre des Sports ne peut pas le faire. C'est pour ça qu'il ne prend pas le risque de se dire je vais donner cet argent. D'ailleurs, autre chose qu'on ne veut pas aussi évoquer sur ce plateau, souvent c'est sincère de le dire, la FECAFOOT actuelle, l'administration de la FECAFOOT actuelle, elle est provisoire. Elle est provisoire, ça veut dire qu'elle-même, on n'est pas sûr que peut-être même d'ici la fin d'année, elle sera encore là. Donc imaginez si lui, il prend de l'argent. Est-ce qu'on engage de l'argent aux individus ou bien à l'instance qui est là, C'est l'instance, je dis l'instance en elle-même. Pour l'instant, on n'a pas une équipe dirigeante officielle au moment où on parle. Puisque les élections... Non, j'en viens. Je vais dire définitive, ok, définitive, fais simple. Parce qu'effectivement, les élections ont été annulées par le TAS. Et donc, du coup,
le ministre, et ça revient justement à la préoccupation de Jean-Marie qui disait les sponsors sont partis justement à cause de cette instabilité. Le ministre, lui également, peut se dire si je donne de l'argent maintenant, aujourd'hui, et que demain, il y a élection, parce qu'il y aura élection, je pense bien, et qu'il y a élection, et qu'il y a un autre exécutif, comment est-ce que tout cela va être géré? Est-ce que j'aurai des comptes d'emploi? Est-ce que... Et pour éviter donc tout cela, il se dit, autant mieux jouer la carte de la prudence. Mais moi, je dis encore, la ligue existant encore, les clubs peuvent se constituer en ligue de football professionnel et aller prendre leur argent tranquillement, je pense. On va prendre l'avis de Romy Eteki également sur la question. Romy, est-ce que justement les clubs, parce que là on tire sur les instances, est-ce que les clubs eux-mêmes doivent encore aujourd'hui en 2021 attendre une subvention de l'État pour pouvoir financer je vais appeler ça quoi, leur société, parce que les clubs sont régis en société. Non, pas du tout, pas du tout. Et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur plusieurs plateaux de télévision, il est inadmissible que en 2021, un championnat de football qui se dit professionnel comme le Cameroun soit à l'arrêt parce que les présidents du club font du chantage. Ils font de la grève, de la grève, parce qu'ils n'ont pas aussi de l'argent de l'État. Il y a beaucoup de voies et moyens pour les clubs de se faire de l'argent. Je pense que c'est ce que les présidents de clubs devraient explorer. Vous l'avez dit tout à l'heure, je ne pense pas qu'un club comme Coton dise que s'il n'y a pas cette subvention-là, nous ne jouons pas. Parce qu'ils ont d'autres voies et moyens de se faire de l'argent. Maintenant, lorsque Franck Ghislain dit que les clubs pourraient se reconstituer en ligue de football professionnel pour réclamer cette subvention-là. Ce sont ces mêmes présidents de clubs-là qui ont voté pour la dissolution de la ligue. Non, mais pas tous. À la majorité. On va dire que ce sont ces clubs. On dit que ce sont ces clubs parce que c'est les mêmes qui sont en train de gréver aujourd'hui. Alors maintenant, faire ce mea culpa et aller pour une histoire d'argent, je pense que c'est assez folklorique comme situation. Donc c'est la plus réaliste. Ça peut sauver le championnat. Non, moi je pense toujours que le football, je pense au football sur le terrain. Et moi actuellement, je me demande quelles seraient donc les solutions, parce que la CAF met la pression pour que nous ayons des noms pour le 30 juin. Jean-Marie a dit tout à l'heure qu'on essaye de trouver des solutions pour terminer le championnat avant le 30 juin. J'aimerais bien savoir lesquelles, parce que même d'un point de vue purement, si on fait un calcul rapide, même si le championnat commence demain, c'est tout à fait impossible de terminer le championnat au 30 juin. Non, il y a 10 journées, il y a 30 jours, c'est possible. Il y a une phase de play-off qui doit être jouée. Il y a Coton qui aura certainement des matchs les demi-finales croisées. Et je vous réponds directement pour dire qu'il suffit d'avoir les 4 demi-finalistes avant le 27. Et vous savez que vous prenez automatiquement les 2 qualifiés pour la Champions League. Donc vous pouvez à partir du 27 déjà déposer la liste des 4 finalistes desquels on prendra 2 pour... C'est pour ça que je vous dis, il y a des simulations. Encore que techniquement, même sans couper Jean-Marie, les 4 même, attention, peuvent même être retenus pour les compétitions africaines si jamais Coton Sport se qualifie pour la finale. Et même Jean-Marie, est-ce que c'est possible que d'ici le 27, on puisse jouer 10 journées de championnat? C'est possible. C'est possible. Il y a des 11 journées pour la poule B. Il y a des simulations qui sont faites. Il y a des simulations qui sont faites pour que le championnat ait du moins ses demi-finalistes avant le 27. Maintenant, moi, je voudrais, oui, ce sera chaud évidemment. Je voudrais 3 matchs par semaine, par exemple. Il faudrait commencer demain. Par exemple. Je voudrais quand même dire que, effectivement, si, comme je l'ai dit lors de ma précédente prise de parole, si le ministre estime, et c'est son droit le plus absolu, qu'il ne peut pas débloquer de l'argent, vous le dites clairement. Vous faites franc jeu, vous dites vraiment, compte tenu de la situation, parce que si, parce que ça, je ne peux pas prendre sur moi de l'argent. Mais vous ne dites pas au club, vraiment, on va vous recevoir, on va voir dans quelle mesure c'est possible. Mais vous bloquez une subvention avec une ligne qui est fournie depuis 2 ans sans donner la moindre explication. Je trouve que ce n'est pas honnête. Et on peut le dire en rigolant sur ce plateau, le football d'élite, le football professionnel au Cameroun, c'est 1500 emplois. C'est 1500 emplois qui sont en berne parce qu'on estime, et là je reprends les propos de ceux qui communiquent pour le ministre des Sports et de l'Éducation physique, qu'on estime que la situation au niveau de la Fédération camerounaise de football ne serait pas claire. Imaginez donc que cette situation, je raisonne par l'absurde, perdue sur 5 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête le football au Cameroun parce qu'une situation n'est pas claire sur 5 ans. Et lorsqu'on parle des clubs professionnels, des présidents de gestion, il ne s'agit pas d'une faute de gestion. À partir du moment où on demande, lorsque les audits arrivent,
c'est pas à la Ligue qu'on va demander des audits, c'est pas à la fédération qu'on demande les comptes d'emploi, c'est bien au club. Donc cet argent qui doit être reversé à la Ligue, il ne s'agit pas de l'argent du fonctionnement de la Ligue ou de la FECAFOOT, il s'agit de l'argent du fonctionnement des clubs. Donc c'est au club qu'on demande des comptes d'emploi. Via la Ligue. Parce que peu importe l'organe, le gouvernement demande souvent à la Ligue et la Ligue demande au club. Parce que les clubs sont affiliés à la Ligue. Et pas l'inverse. Mais en définitive, c'est les clubs qui produisent des rapports de... Oui, mais même la Ligue même produit un compte d'emploi. Même la Ligue produit un compte d'emploi. Même la fédération. Et les missions d'audit sont basées à la Ligue généralement. Vous savez qu'il est possible aujourd'hui que la Ligue n'existe plus. Oui, il est possible. Il est même possible que la FECAFOOT n'existe plus. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? C'est ce qu'elle dit. Il est même possible que le ministère des Sports n'existe plus. C'est possible. Vous savez qu'il est possible aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre, que la Ligue n'existe plus. Et dans ces conditions, la Fédération camerounaise de football, qui est l'instance fêtière jusqu'à ce que l'État lui retire son pouvoir, eh bien, la Fédération camerounaise de football reprend de plein droit l'organisation des championnats. C'est pour ça que j'ai dit que le fait pour la Ligue d'être en berne, moi je ne suis pas dit qu'elle est dissoute ou quoi que ce soit. Le fait qu'elle soit mise en berne ne signifie pas que les clubs dits professionnels sont automatiquement décédés. Les clubs existent, ils jouent un championnat et qui a déjà produit même un demi-finaliste d'une compétition africaine interclub. Et puisque je parle des clubs, avant que vous passiez la parole à quelqu'un d'autre, je voudrais quand même dire qu'on évolue dans un environnement extrêmement compliqué. On est dans un système, enfin dans un contexte où la crise sanitaire a créé un marasme économique sans précédent, y compris au niveau des grandes organisations. Bon, lorsque les gens disent que les présidents de clubs doivent professionnaliser leur organisation, je suis d'accord. Mais je voudrais demander à ceux-là, pourquoi toutes les sociétés qui avant gravitaient autour du football sont parties. Aujourd'hui, on parle de la Sodecoton, mais la société Sodecoton, la Sodecoton ne finance plus Coton Sport de Garoua. C'est la mutuelle des personnels de la Sodecoton. Pourquoi les impôts sont partis du football? Pourquoi Fogap est parti du football? Pourquoi toutes ces entreprises sont parties? Si le football était une activité rentable dans le contexte économique camerounais, il faut regarder la réalité en face, qui est que les présidents de clubs, pour certains, ont peut-être des carences au niveau du management, mais le contexte économique global ne permet pas à un président de club d'avoir des recettes de stade, parce que ça n'existe pas. Combien d'années on a fait en jouant dans des stades secondaires simplement parce que les infrastructures étaient en chantier? Le merchandising, moi je suis heureux de voir tout le travail qui est fait du côté des Canons de Yaoundé, mais je voudrais demander aux responsables des Canons combien ils ont gagné depuis qu'ils ont investi dans ce chantier qui est un véritable labyrinthe qui demande du temps à long terme. Donc lorsque vous regardez des chantiers comme cela, vous ne pouvez pas donner seulement l'impression que le problème du football professionnel, c'est parce que les présidents de clubs ne professionnalisent. Non, il y a un environnement économique qui n'est pas du tout favorable. Et c'est pour ça que je mets quiconque défi de me dire quel est le président de club qui est arrivé avec beaucoup d'argent et s'en est allé milliardaire parce qu'il avait gagné beaucoup d'argent, y compris dans les environnements comme en Europe, le Real Madrid, la Juventus, je ne sais pas où un homme est venu investir de son argent et il a gagné parce que le football rapporte. Le football ne rapporte pas un coupec. On investit dans le football parce qu'on est passionné. Et même, je vous le dis, ça peut paraître amusant, mais lorsque vous regardez les chiffres, c'est quand même grave ça. Le football ne rapporte pas un copec. Je le dis. Lorsque vous pouvez me dire combien le PSG a gagné depuis qu'ils ont investi dans le PSG comme exemple. Parce que c'est un des 5 meilleurs clubs au monde aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Combien ils ont gagné? Le PSG juste au copec. On est en train de parler. Oui, on peut transposer ça par exemple au canon de Yaoundé. Combien est-ce que le canon de Yaoundé a peut-être gagné depuis que le championnat a démarré avec tout ce qui a été investi? Alors moi, la première chose que je vais dire, c'est que ce serait quand même aussi très drôle de pouvoir évaluer la capacité économique d'un club en 3 mois. En 3 mois. Mais cela n'empêche quand même, disons-nous quand même la vérité, que le club pour l'instant ne fait pas partie de ceux qui grèvent. De ceux qui disent si on n'a pas l'argent, on ne joue pas. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? On sait d'où vient le canon quand même. Ça, vraiment, Jean-Marie sait d'où vient le canon. Mais en fait, aujourd'hui, le canon, ça a des sponsors.
Ok, dans un environnement économique difficile, incroyable, impossible, ça a des sponsors. Ça a la mairie qui a versé 10 millions d'éléments, également à TKC, également à Dragon, également à Yafoot. Ça quoi, ça a du merchandising, ça vend des maillots. À un moment, je veux dire, il faut se réadapter. On parlait des droits télé. La FECAFOOT. Combien les maillots ont rapporté au Canon? Non, je veux qu'on comprenne. Lorsque vous dites ça vend des maillots, combien les maillots ont rapporté ça vend des maillots. Ça vend des maillots. C'est une poche de recettes, Jean-Marie. Jean-Marie, je vais vous donner une information. Jean-Marie, combien ça a rapporté au Canon? Jean-Marie, je vais te donner une information très importante, par exemple, qui va t'amener à comprendre comment est-ce nous on a adapté le modèle économique au contexte. Nous sommes conscients d'une chose. C'est que les salaires des joueurs, même si on monte à 200 000, ne vont pas pouvoir leur permettre d'amortir un certain nombre de charges personnelles. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, ok, le joueur, quand une personne arrive à la boutique du Canon et dit, je veux un maillot de Jean-Marie Nkoussa, le dossard numéro 7. Ce que nous faisons, c'est que nous relevons cela et à la fin du mois, ça fait une ristourne de 2000 à Jean-Marie Nkoussa. Si 100 personnes en et disent, je veux le maillot de Jean-Marie Nkoussa, ou alors même, je veux un maillot qui porte mon nom, je viens de la part de Jean-Marie Nkoussa, ou je suis fan de Jean-Marie Nkoussa, ça fait 2000 fois 100. Ça, c'est une technique que nous avons trouvée, par exemple, pour accroître le revenu mensuel du joueur. Pour dire que des techniques comme celle-là, on peut en avoir à floraison. Mais ce que moi je suis en train de vouloir mettre en avant, et ça je le mettais déjà, je crois qu'on a eu un débat déjà ce matin dans un forum, je le mettais en avant, c'est que nous devons apprendre à ces présidents de club comment ça se fait. Ces présidents de club ne savent pas, et si on ne le dit pas, si on ne vient pas dans les médias dire qu'ils ne savent pas comment ça se fait, c'est qu'on se trompe. J'ai pris un exemple toujours ce matin dans le même forum où je disais, le président, le PCA du Canon de Yaoundé, c'est un haut magistrat. C'est un haut cadre de l'administration. Pareil pour le directeur général. Mais depuis un mois, jour pour jour, avec preuve à l'appui, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Ils subissent chaque jour que Dieu a créé des formations pour leur dire, voici les techniques que vous pouvez utiliser pour rentrer un peu d'argent dans le club. Et c'est des personnes qui n'ont plus grand chose à apprendre de l'administration. Mais ils apprennent. Je pense que les présidents de club devraient faire preuve aussi d'humilité. Il y en a qui m'ont abordé, je le dis en toute sincérité. Il y en a qui m'ont abordé, qui m'ont dit, je ne sais pas, apprends-moi à le faire. Il y en a qui ne le font pas parce que peut-être tout le monde n'a pas le même sens de l'humilité. Mais moi, je pense qu'il y a des compétences au Cameroun. Il y a des personnes qui savent le faire. Et c'est là où je vais tirer sur le gouvernement, je vais ressortir par là. Le gouvernement, lorsqu'ils ont décidé que, ok, on va professionnaliser, on va apporter. Apporter, ce n'est pas simplement donner de l'argent, mais c'est apprendre à pêcher. Le gouvernement n'a mis aucune mesure pour permettre à ces messieurs de ne pas mettre de leur argent. Parce que quand Jean-Marie Nkoussa parle d'un club, il parle en termes de président de club. Un président ne dirige pas un club de football. Ce n'est pas Florentino Pérez qui dirige le Real. Parce qu'ils sont un modèle associatif. Mais c'est l'équipe de... Non, ça ne veut rien dire. C'est son équipe. Écoutez, un investisseur ne veut pas dire un gérant. C'est pour cela que le Canon a un président et un directeur général. C'est pour ça que Coton a le même modèle. C'est-à-dire un président, un secrétaire général, un directeur sportif. Ce n'est pas... Vous devez vous dire à un certain moment que il faudrait que le président lui-même se décharge d'un certain nombre de choses. Et ça va l'aider. Et c'est ce que nous, on essaie d'apporter au président lorsque nous discutons avec eux. Ceux qui nous écoutent, c'est bien. Ceux qui ne nous écoutent pas, tant pis. Mais moi, je pense qu'il faut changer le paradigme. Ce n'est plus le président qui doit sortir l'argent de sa poche, mais il doit aller capter les fonds. Partout où il se trouve. Moi, c'est ce que je pense. Alors, revenons à l'organisation du championnat. On va prendre encore quelques minutes là-dessus. La FECAFOOT n'a toujours pas programmé de match, Jean-Marie, c'est vrai, tu le disais tout à l'heure, parce qu'effectivement, il n'y a pas la certitude que ça va reprendre. Mais est-ce qu'elle ne devait pas quand même faire son travail? Parce qu'on a l'impression que ne pas programmer les matchs, c'est soutenir ceux qui sont en train de faire la grève. Alors, la FECAFOOT, qui est l'instance qui organise le football au Cameroun, est parfaitement au courant de la situation. Je veux dire qu'on ne peut pas envoyer les gens à l'abattoir se dire ok, on va quand même programmer les matchs, sachant pertinemment qu'ils ne vont pas se disputer. Les présidents de clubs ont aujourd'hui formulé une revendication qui est officielle. On l'a fait, Jean-Marie, pour la première journée. Il y a des clubs qui ont boycotté la première journée, mais le championnat s'est tenu. C'est-à-dire que la FECAFOOT a fait la programmation en disant le championnat démarre le 27 février. Il a démarré effectivement à cette date-là. Et les autres qui voulaient boycotter ont suivi. On a homologué des matchs des équipes qui ne s'étaient pas présentées au stade à la première journée parce qu'effectivement, ils n'avaient pas l'intention de poursuivre le championnat. Ok. Je répète donc ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il y a une programmation. La programmation ne peut pas être faite à partir du moment où vous avez des clubs. La majorité, sinon la quasi-totalité de ces clubs qui vous disent
vraiment, on est asphyxié, on ne peut pas jouer. La Fédération camerounaise de football ne va pas se prendre à Rakiri en programmant des matchs qui ne vont effectivement pas se dérouler. Vous avez parlé de la première journée, il s'agissait d'un club, et on sait aujourd'hui ce qui s'est passé avec ce match de la première journée, puisque le match a été homologué. Le club a perdu ce match sur tapis pivet, mais à partir du moment sur 21 clubs, vous en avez 17 qui vous disent on est asphyxié, comment voulez-vous programmer un championnat pour donner l'impression qu'on fait le travail. Donc, comme je l'ai dit, dès que la subvention est disponible, du moins dès que la position du ministère des Sports et de l'Éducation physique est claire, du gouvernement camerounais est claire sur ce sujet-là, la fédération va faire son travail qui est de programmer les matchs, peut-être trouver des voies alternatives pour que le championnat qui a commencé et qui jusque-là se déroule plutôt bien, qu'il puisse aller à son terme. C'est vrai que c'est toi qui pose la question. Voilà, justement, une question que je voulais poser à Jean-Marie. Jean-Marie, est-ce qu'il y a une possibilité pour la FECAFOOT, justement, de chercher des financements pour accompagner justement ces clubs qu'elle soutient? Je vais prendre un exemple, par exemple, les droits télé. On parle de 50 millions quand même que la CATV aurait reversé à la FECAFOOT. Est-ce que déjà à ce niveau-là, ça ne peut pas permettre de dépanner au moins déjà? Vous savez, Franck Ghislain, que lorsque c'est vous qui aimez parler de budget et autres, qu'on n'improvise pas un budget en milieu d'année. Tout à fait. On improvise. C'est la même chose. On n'improvise pas un budget en milieu d'année. Mais les droits télé quand même, ça va. C'est dans les lignes budgétaires. On n'improvise pas un budget en milieu d'année. Vous avez parlé de 50 millions. Moi, je dois dire que cette clause-là est confidentielle. Donc, vous avez peut-être une information que moi, je n'ai pas. Voilà. Mais ce que je vais dire, c'est à partir du moment où la position du gouvernement sera claire à ce sujet, eh bien, la fédération trouvera des voies alternatives pour que le championnat se dispute à son terme. Mais on peut quand même regretter qu'on essaye un peu de jouer avec les nerfs des enfants de cette façon-là, et voilà, qu'on paralyse une situation qui jusque-là était positive. Je vais peut-être avancer dans le débat. Est-ce que justement, le fait pour la FECAFOOT, moi je le dis, le fait pour la FECAFOOT de maintenir ce championnat à l'arrêt, parce que moi, selon ma position personnelle, la FECAFOOT devait continuer à travailler, donc programmer les matchs. Est-ce que si elle reste dans cet état-là, elle n'est pas en train de nous faire, comment dire ça, de nous manifester sa volonté d'aider certaines équipes? On l'a encore vu en semaine, on a limogé quelques employés qui auraient frauduleusement ouvert le TMS pour permettre à certains clubs de faire frauduleusement des recrutements. Est-ce que ce n'est pas une volonté de la CAF d'aider la FECAFOOT d'aider certains clubs? Écoutez, j'ai posé une question hier, comme ça, dans un forum. Le championnat organisé par la Ligue était bancal. Celui organisé par la Fédération, il est comment? C'est une question que je posais simplement pour dire que c'est dangereux. Moi, j'ai toujours invoqué le principe d'intentionnalité. Quand la Ligue de football professionnel est suspendue, je vois derrière une mauvaise intention. Et aujourd'hui, ça se manifeste. Tout ce qu'on est en train de vivre, c'est parce qu'on a chuté quelque part et on n'a pas l'humilité de reconnaître qu'on a fauté avant et on se fait rattraper aujourd'hui. Pourquoi je le dis? Parce qu'on a tiré sur la Ligue, sur l'organisation des championnats et tout. Mais qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a joué, on a presque fini une phase aller d'un championnat avec 5 matchs en retard d'une seule équipe? Vous vous rendez compte que c'est grave? Que c'est même très grave? Personne n'en parle. Mais c'est délicat. Pourquoi? Peut-être qu'on pensait faire du bien à Coton. Peut-être qu'on pensait faire du mal. Du bien, ils sont en demi-finale, ils sont premiers de la poule. Non, bon, d'accord. Ok, c'est bien pour le Camerounais que je suis. Mais maintenant, le championnat en lui-même, qui est notre identité, qu'est-ce qu'on fait de lui? Si la programmation avait été bien faite, on ne serait pas aujourd'hui en train de jouer les matchs en retard à cette période. On aurait fini avec la phase aller depuis. On aurait réglé les problèmes qu'on est en train de régler aujourd'hui du côté du ministère. On aurait eu le temps de le faire. Mais maintenant, imaginons, moi je dis, disons même que c'est dans une semaine que le ministre décide de donner de l'argent. On va rattraper le coup comment? Vous êtes sûr que les clubs ont accepté de jouer tous les mercredis, les dimanches, non. Il est autorisé. Lundi, mercredi et dimanche. Non, il est autorisé. Non, attendez. Vous ne pouvez pas jouer dans les normes. Vous devez faire 6 matchs en 21 jours. C'est le max. Si maintenant, on vous fait jouer, vous avez 27 jours, on va vous faire jouer 11 matchs.
C'est énorme. Il n'y a pas que les 11 matchs. Je vais peut-être profiter pour poser la question à Jean-Marie. Jean-Marie. Oui, je vais chuter, Steve. La coupe est sacrifiée, c'est mort. Steve, je vais chuter, s'il vous plaît. La Coupe du Cameroun, c'est les clubs professionnels. Vraiment, je vais chuter, je vais chuter pour dire que, en termes de solution, moi je préfère déjà la solution. Il faut qu'on se regarde en face aujourd'hui. Il faut reconstruire ce football. Jean-Marie Koussa est une valeur que nous connaissons, Francis Longuine, nous connaissons. Arrêtons un peu les guerres de tranchées. Asseyons-nous et reconstruisons ce football. C'est un impératif. Parce que on a divisé les compétences. Vous avez des compétences d'un niveau, d'un côté, d'autres compétences d'un autre côté, et puis les gens sont là au milieu, ils tirent les ficelles, ils se font beaucoup d'argent, et on n'avance pas, on recule. Je dis donc qu'il est temps qu'on s'asseye, qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se dise les vérités pour reconstruire ce football. Il nous reste juste quelques minutes, Jean-Marie. Alors, la dernière question justement sur ce sujet. Elle va se disputer. Elle va se disputer à partir du mois d'août, à partir des 32e de finale. Vous savez que la phase éliminatoire dans les régions est terminée. À partir du mois d'août. À partir du mois d'août, oui, parce que il faut terminer le championnat qui est. Ça veut dire que le vainqueur de la coupe, n'ira pas en compétition africaine. C'est ce que ça veut dire. Pour l'instant, il ne m'appartient pas de prendre cette décision. Oui, parce que vous avez dit que vous enverrez les équipes qualifiées au soir du 27 juin à la Confédération africaine de football. C'est pour ça qu'il y a plusieurs hypothèses. Donc la décision n'a pas encore été prise. Mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est que la Coupe du Cameroun va se disputer à partir du mois après les championnats professionnels fin juillet, début août, pour que voilà, on puisse avoir le gagnant de la Coupe du Cameroun qui ne s'est pas déjà disputé l'année dernière. Mais vraiment, moi, je voudrais terminer en disant que aujourd'hui le championnat a commencé et tout le monde a vu que les matchs sont joués. Pourquoi Coton Sport de Garoua avec des matchs en retard? Simplement parce qu'ils sont qualifiés en compétition africaine. Coton Sport de Garoua. Non, mais partout on est qualifié en compétition africaine, Jean-Marie. C'est un championnat qui se joue. Il y a les matchs en avancée, les matchs en retard. C'est un championnat qui se joue en 4 mois. Il n'y a pas beaucoup de championnats dans le monde entier qui se disputent en 4 mois. Simplement, et je l'ai dit, parce qu'il a commencé avec un retard à l'allumage. On parle aujourd'hui de ce que la fédération aurait pu faire ou pas. Et c'est vrai, la fédération avait commencé, était très avancée dans les négociations. Malheureusement, cet environnement a tout plombé. Aujourd'hui, on se retrouve dans la position qui était celle de la Ligue de football professionnel il y a des années en arrière. Et donc moi j'espère que le ministre des Sports et de l'Éducation physique va rapidement officialiser la position et bien pour que le championnat reprenne droit de cité sur les terrains. D'accord, merci en tout cas d'avoir réagi sur ce sujet. On va rapidement en une minute prendre quelqu'un qui nous suit également dans cette émission. Il est du côté de la Biélorussie. C'est un jeune footballeur camerounais qui est âgé de 20 ans, qui évolue au poste de défenseur central et de latéral. Il s'appelle Larry Kamsu. Bonjour, comment tu vas ce matin? Steve, ouais, je vais bien. La Biélorussie se porte bien. Je sais qu'ici en Biélorussie, on a une saison hivernale assez longue et elle vient tout juste de se terminer. Et voilà, actuellement c'est l'été et c'est la situation actuelle. Alors, qu'est-ce qui a motivé ton choix particulièrement pour cette destination? Parce que on commence à retrouver beaucoup de jeunes Camerounais qui évoluent de ce côté-là. Toi particulièrement, qu'est-ce qui t'a poussé à y aller? Concrètement, rien n'a motivé mon choix pour la Biélorussie. J'ai eu une opportunité de venir en Biélorussie et voilà, je me suis dit pourquoi pas tenter. Étant donné qu'en Biélorussie, je pouvais concilier le football et les études, je me suis dit pourquoi pas. Et c'est comme ça que j'ai fait le choix de venir en Biélorussie. Donc voilà. Alors comment est-ce que se sont passés comment s'est passée ton adaptation dans ce pays-là, toi qui venais en tant qu'étranger? Concrètement, j'avais des appréhensions et j'ai été surpris parce que je me suis très rapidement adapté, malgré que le climat ne joue pas en ma faveur. Mais voilà, je me suis très rapidement adapté et actuellement je suis dans le bain et voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, je suis à l'aise. Aujourd'hui, tu évolues pour le club de Marina Gorka, c'est un club des divisions inférieures en Biélorussie. Quelles sont tes ambitions personnelles pour les années futures, ou du moins, voilà, quelles sont tes ambitions personnelles, soit à court terme, soit à long terme?
Concrètement, par rapport à mes ambitions, pour le moment, je peux pas me prononcer. Je préfère que la saison se termine et en fonction des perspectives à venir, je préfère mûrir mes choix et voilà. Donc pour le moment, j'attends que la saison se termine et je verrai plus tard. En tout cas, merci Larry. Je rappelle que tu es un jeune footballeur camerounais âgé de 20 ans qui continue d'ailleurs ses études du côté de la Biélorussie. Je crois qu'il fait des études en ingénierie, je sais pas, pétrochimie, un truc comme ça, et qui réussit quand même à concilier football et... On va pas peut-être revenir sur lui parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. On va prendre une dernière rubrique, c'est le quiz. 3 questions juste. On va aller de façon entonnoire. Vous allez vous servir, vous allez tester rapidement les buzzers pour voir si ça fonctionne. Voilà, on va jouer en équipe. D'un côté, Francis Laonguéné, Romy Eteki, de l'autre André Onana et Jean-Marie Koussa. Alors première question, je détiens cette saison le trophée le plus prestigieux des Camerounais de l'étranger. Je n'ai aucun titre avec ma sélection nationale, pour qui j'ai pourtant disputé 53 matchs. Oui, Jean-Marie? Vincent Boubacar? Non. Pour qui j'ai disputé 53 matchs, je mesure 1m90 et j'ai disputé 31 matchs de compétition confondues cette saison. Eric Maxime. Donc, avec mon club qui pourrait... Un agent de joueur. J'ai disputé 31 matchs de compétition confondues avec mon club qui pourrait prolonger mon contrat jusqu'en 2023. Je suis marié depuis 8 ans. J'évolue actuellement dans le pays où j'ai débuté ma carrière. Je suis né en 1989, père de père camerounais, de mère allemande. Je suis Eric Maxime Choupo-Moting. Deuxième question, attaquant camerounais de 22 ans. J'affole actuellement tous les compteurs dans les tournois pour lesquels pour lesquels je suis sur lesquels mon club est engagé, avec pour rêve de devenir le futur Robert Lewandowski. J'ai marqué 53 buts. Lambert Guémé Arena. Lambert Guémé Arena, le président de Garonne. Non, Lambert Guémé Arena. Pourquoi je te donne la parole? Parce que tu as buzzé avant eux. Effectivement, voilà. Mais alors, je suis meilleur buteur de mon championnat cette saison avec 9 buts, dont 2 doublés et 1 triplé. Je n'ai pourtant pas été sélectionné avec l'équipe nationale de mon pays. Actuellement, je joue pour le Coton Sport de Garoua. Je suis Lambert Araina Guéimé. Dernière question, je crois que ça fait 2-0. Non, 1-1. Un but partout, oui, tout à fait, un but partout. Question pour vous départager. Né le 5 mai 1998 à Yaoundé, je suis footballeur international camerounais évoluant à l'étranger. Aujourd'hui, à l'âge de 23 ans, je mesure 1m88. J'ai été sélectionné avec mon pays pour affronter le Nigeria le 4 juin prochain. Je viens d'être sacré champion avec mon nouveau club que j'ai rejoint au mois de septembre dernier. J'évolue au poste de gardien de but. Oui. Simon j'évolue au poste de gardien de but pour l'AS Vita Club de Kinshasa. Je suis Simon Omosola. 2 points pour l'équipe de France Gisela Onguéné et 1 point pour l'équipe de Jean-Marie Koussa et André Onana. Merci en tout cas à vous d'être passé sur ce plateau. Ça a été une très très belle tranche de débat sur justement les questions qui concernent le football africain. Merci Romy Eteki, on espère les prochaines semaines. Merci France Gisela Onguéné. Jean-Marie Koussa, bon retour à la fédération. Et André Onana qui quand même est un habitué de ce plateau. Merci à vous aussi habitués à nous suivre chaque samedi entre 10h et 12h. Restez scotchés sur les programmes de BNews One qui se poursuivent. Très bon week-end à vous.